Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est la Nuit du Sport, édition de ce mercredi 15 janvier 2020. Alors en première partie, il sera question entre autres de parler de ce procès de l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, Lamine Ndiack, qui est actuellement accusé de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de dopage des athlètes russes. Et en seconde partie de l'émission, focus sur la phase aller du championnat national de football de Ligue 1 qui s'est achevé le week-end dernier avec nos invités. On fera le bilan et on va également se projeter sur la phase retour avec la menace de boycott que brandissent actuellement les clubs. Voilà pour quelques sujets au menu de cette émission. Nos invités seront avec nous ce soir. Serge Pensy, bonsoir. Bonsoir Lydie Makeda, bonsoir à tout le monde et bonne année à tout le monde. Haroul Aninga, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir aux chers téléspectateurs, bonsoir à mes amis panélistes et bonsoir à tout le monde. Serge Kamdemkwam est avec nous aussi. Serge, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonne année à tous ceux qui nous suivent et bonne émission. Et enfin, le coach Enes Mabouka. Bonsoir. Good evening. Bonsoir Lydie. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous les co-panélistes. Nous sommes là pour le sport. Donc sans transition, on va donc passer à la pause actu et on va démarrer avec ce dernier rebondissement concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun. Ce sera finalement au mois de janvier et non plus en juin, donc du 9 janvier au 6 février 2021 au Cameroun. Et tout à l'heure, le président de la Fédération camerounaise de football rappelait que l'accord cadre a été donc signé, donc c'est acté. La CAN 2021 aura bel et bien lieu ici au Cameroun. Pour décrypter cette actualité, on va mettre le cap sur Paris, en France, retrouver un ancien lion indomptable, Emmanuel Mabouan-Kessa. Question d'avoir son avis sur ce nouveau glissement des dates au niveau de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021, qui va donc se jouer au mois de janvier, donc dès le 9 janvier, ici même au Cameroun. Emmanuel Mabouan-Kessa, bonsoir. Bonsoir, Makeda. Merci, vous êtes en direct sur les antennes de STV, Emmanuel. Alors, dernière actualité concernant la CAN 2021. Ça ne sera plus en juin, mais plutôt au mois de janvier 2021. Quelle est votre lecture par rapport à ce nouveau glissement de date? Bon, d'abord, je suis content parce qu'il y a déjà la confirmation que la CAN va se jouer au Cameroun pour une première depuis 72. C'est vrai que je reste un peu choqué aussi parce qu'on revient en arrière, on va jouer en janvier comme à l'époque où c'était difficile de libérer les anciens, les professionnels pour venir jouer pour l'Afrique. Et je pense que jouer en janvier, pour moi, franchement, ça n'engage que moi, c'est regrettable, c'est pas bien. Non seulement on s'est battu, l'Afrique s'est battue pour jouer en juin, pour avoir tous ces stars, tous ces joueurs, puisque depuis des années, à l'époque, il y avait 3 étrangers, on avait du mal à avoir 3, on avait un, on faisait avec. Aujourd'hui, presque toutes les équipes, comme le Cameroun, les 23 joueurs c'est des professionnels. Je ne vois pas des équipes européennes libérer les joueurs en plein janvier. Et quand je regarde le Paris Saint-Germain, où les équipes sont engagées avec des compétitions européennes, venir jouer pour la Coupe d'Afrique, parce qu'avant tout, c'est ton employeur qui te paye, même si tu joues pour ta nation, mais c'est ton employeur qui te paye. Et puis, bon, il me dit c'est un retour en arrière, c'est regrettable. Et puis tel que la Coupe d'Afrique, ça nous devrait donner 16 mois que de 12 mois, à peu près pour se préparer. Bon, je me réjouis, mais après, il y a ce système de jouer en janvier, les vacances, tout ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai que nous sommes contents, mais ça a un goût amer un peu de cette décision. Donc, selon vous, on pourrait avoir une CAN au rabais? Bien sûr que je ne vais pas dire au rabais,
Mais vraiment, ça va être... je pleure les fédérations, je pleure les entraîneurs qui n'auront pas assez de temps pour préparer leurs joueurs parce que déjà, les championnats ils finissent en mai, juin, tout le monde est libre. Là, en janvier, ça va être compliqué. C'est la trêve hivernale, il y a des équipes qui sont engagées dans des compétitions. Libérer des joueurs africains, ça va être difficile. Je sais que ça va être difficile. Mais je pense que la FIFA a plié le coup à la CAF et puis, comme toujours, nous les Africains, on a cédé. Et c'est regrettable, mais bon, je me réjouis d'abord qu'il n'y a jamais eu de CAN pour notre génération. Et puis cette génération qui était en train de partir, qui sans CAN, mais je dis, bon, bravo, on a la CAN à la maison, bon, on va faire avec. Voilà, vous estimez que c'est regrettable. Mais est-ce qu'on avait le choix quand même? Vous dites que l'Afrique est obligée de céder. Est-ce qu'on a le choix, Emmanuel Mabouan-Kessek? Oui, on a le choix. On avait le choix. Et c'est vrai que le calendrier de la FIFA prévoit la nouvelle la Coupe des clubs, la Coupe du monde des clubs. Mais encore là, c'est nous qu'on nous sacrifie. Sacrifier l'Afrique. Vous-même, vous savez, et je pense qu'il y a des gens sur votre plateau et qui peuvent bien vous éclairer sur ça, que jouer en janvier et qu'aujourd'hui, toutes les équipes africaines ont à peu près 90% des joueurs qui viennent du championnat européen. Je dis bien 90, hein, le Cameroun, sur les 23 du Cameroun, on trouve généralement 20 joueurs qui jouent des joueurs qui jouent en Espagne, en France. Partout, c'est vrai que on va mettre le joueur africain qui va choisir entre jouer pour son... Je vais prendre un exemple, un joueur comme Eteki qui a joué les U23 avec le Cameroun en Égypte. Quand il est rentré avec son équipe de Grenada, il n'a pas joué depuis 2 mois pratiquement, il n'a pas joué. C'est maintenant qu'il commence à retrouver sa place. Quand vous revenez des Coupes d'Afrique, le joueur africain il est toujours pénalisé puisque les autres continuent de jouer. Donc on va pousser le joueur africain de choisir entre son équipe et l'équipe nationale. Et c'est compliqué. Mais on a cédé et c'est dommage. Merci beaucoup Emmanuel pour cette réaction depuis Paris. Très bonne soirée à vous. Merci, salut à vos auditeurs et à vos téléspectateurs et au plateau. D'accord, merci bien. D'accord. Alors voilà un peu la lecture de l'ancien Lion indomptable par rapport à ce nouveau glissement des dates Serge Pensy. On revient encore, c'est un débat qui s'est posé même sous l'ère Ayatou, la CAN en janvier, les difficultés pour les clubs européens de libérer les joueurs. Avec la CAN 2019 qui s'est disputée en juin, bon, certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas contents, mais là on revient encore au mois de janvier. Ben, on revient au mois de janvier parce qu'on est pauvre, parce qu'on est faible, parce qu'on n'a pas le pouvoir. Pourtant, nous avons le pouvoir. L'Afrique décide de qui est président de la FIFA. C'est l'Afrique qui décide de qui est président de la FIFA. Mais ce que le président de la FIFA fait en retour, c'est de traiter l'Afrique de cette manière. C'est-à-dire que l'Afrique doit jouer le petit pousset. On a une compétition, nouvelle formule de la CAF avec toutes ces équipes. On a une nouvelle formule. On veut jouer en juin parce qu'on veut avoir toutes ces équipes, veulent avoir tous les professionnels. Mais du coup, on nous dit qu'il y a une Coupe du Monde des clubs qu'on doit organiser en juin et on nous renvoie en deuxième division. Je peux dire qu'on nous a renvoyé en deuxième division. On nous regarde comme ça, là, sans vouloir. Donc, ça doit te donner ça doit amener les Africains à réfléchir. Les Africains doivent réfléchir pour leur football. Ils ne doivent plus toujours attendre de l'aide, rêver, aller jouer en Europe. Ça ne doit pas être. C'est-à-dire que quand on doit venir chercher un Africain ici, c'est qu'on doit payer comme on va chercher un Brésilien. Minimum 20 millions, 30 millions d'euros. Mais les Africains partent ici à 50 000 euros. Ils partent. Il y a même des clubs qui supplient pour avoir 50 000 euros. Moi, j'étais agent de joueur, je sais ce que c'est. Donc, les Africains doivent réfléchir aujourd'hui. Ce qui se passe avec cette Coupe d'Afrique, c'est qu'on a tué la Coupe d'Afrique. On l'a complètement carbonisée. Elle va se jouer, bien entendu. Les Camerounais sont contents. Oui, on a la CAN. Bien, bon, j'ai encore des doutes, parce que il faut être très, très prudent. Encore? Oui, il faut être prudent. L'accord cadre, oui, on signe l'accord cadre. Mais si on ne termine pas nos travaux, nos chantiers, là, on n'aura pas la CAN. Ça, il faut dire ça aux Camerounais. Si on ne termine pas, parce que quand là, on signe l'accord, là, on vous dit qu'il faut terminer. Parce qu'on a donné l'assurance qu'on va terminer. Mais si on ne termine pas,
la CAF va revenir pour dire que, écoutez, et d'ailleurs, Ahmad l'a dit la première fois qu'il est venu ici, c'est le Cameroun, c'est qui décide. Ouais. Hein, S'il est prêt ou pas. Oui. Oui. Donc, je crois qu'on a la mémoire courte. On a certainement oublié que Ahmad l'a dit. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on a une leçon. L'Afrique doit s'industrialiser. L'Afrique doit prendre son destin en main. Si on avait, moi je prends un exemple très simple. Tu prends un pays comme le Nigeria qui a 200 millions d'habitants. Mais il est simple au Nigeria d'organiser un championnat professionnel où qui va attirer les Africains. Le Niger est capable aujourd'hui d'organiser un championnat où les joueurs seront payés à hauteur de 10-20 millions de francs CFA, de $50,000, $100,000. Pourquoi? À cause de la population. Il faut que les gens réfléchissent comment on peut le faire. Quel est le championnat aujourd'hui où on gagne plus? C'est la Chine. Pourquoi la Chine? La population, parce qu'il y a un marché. Donc l'Afrique a tout ça, mais on refuse de réfléchir. On rêve toujours, on s'accroche toujours, on est toujours en symbiose. Et on veut toujours vivre en symbiose. Il faut arrêter de vivre en symbiose. Il faut réfléchir pour soi-même. Il faut être égoïste. Il faut être patriote. Et c'est ça c'est cette leçon qu'on doit apprendre aujourd'hui. Alors, Sèche Kamdem Kwame, par rapport à ce changement de date aussi, pour vous, on est en train de tuer la Coupe d'Afrique? C'est vrai, la remarque que Serge fait est pertinente, parce que nous savons tous que sous le président Issa Hayatou, on était jaloux de cette date de janvier et février, d'ailleurs, qui étaient les dates coutumières d'organisation des CAN. Et nous savons que dans le mandat du président Infantino, c'est même lui qui a commencé par amener le président Ahmad, déjà c'est lui qui l'a aidé à être intronisé chez nous. Et après son intronisation, il était question de revoir un peu le calendrier de la FIFA, mais c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui prenait un coup. Et je pense que c'est fort de l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar que tous les calendriers sont en train d'être chamboulés avec la nouvelle compétition que la FIFA projette. Bon, maintenant à côté, qu'est-ce que l'Afrique gagne dans tout ça? Moi, je pense qu'on est dans une dynamique où toutes les choses qu'on essaye aujourd'hui peuvent être à vue peut-être de la mauvaise des façons. Mais maintenant, est-ce qu'à l'arrivée, nous serons fiers de ce qui va se passer ou pas? Déjà, on part des mois de juin où la compétition était programmée pour janvier. Pour la CAF elle-même, c'est pas bien parce qu'on voyait que tous les calendriers étaient arrêtés sauf le nôtre. Il a fallu qu'aujourd'hui, on arrête la date précise de la CAN sur le plan marketing et tout ça. Bon, c'est vrai qu'on a un an, on peut dire que les annonceurs et tout ça, on va réajuster, mais nous savons tous que les joueurs, comme il a dit, ne sont pas des joueurs qui évoluent sur le territoire, sur le continent. Maintenant, c'est à nous de travailler pour qu'on ait plus de la plus-value sur le terrain, sur le territoire. Aussi que les gens arrêtent de penser qu'on va simplement prendre des joueurs qui viennent de l'extérieur pour jouer. Comme l'a dit Mabouan tout à l'heure, capitalisons avec nos joueurs locaux, travaillons pour qu'ils soient à la hauteur, pour que quand les compétitions comme ça arrivent, en dehors du CHAN, qui est une compétition qui se fait avec les joueurs qui évoluent sur le terroir, qu'on ait des joueurs qui évoluent en Afrique et qui ont une certaine valeur marchande. D'ailleurs, notre intermédiaire qui est là nous dira quelle est la valeur réelle de nos footballeurs actuellement, pour que nous puissions avoir 23 joueurs sélectionnés pour une compétition et qu'on ait à peine un ou deux qui y soient et qui sont tous, parce qu'on sait tous dans une compétition comme ça, c'est à peine 18 qui joueront. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir au moins 6 ou 7 qui vont faire cette liste de 23 pour, à défaut de jouer, au moins venir apprendre? Pourquoi est-ce qu'on doit appeler une pléthore de professionnels qui après vont rentrer avoir la peine à jouer dans leur club, alors qu'on peut donner la chance à des joueurs qui vont servir de scène d'émulation pour leur club? Donc je pense que le regard, il est là, il est réel. C'est vrai que là, ça pose un certain nombre de problèmes quand même. Oui, moi je suis du même avis que Maître Pincé. Oui, parce que je pense qu'il est temps que l'Afrique prenne son destin en main. Je pense qu'il faudrait penser à repenser notre football, penser à le développer, penser à le réorganiser pour que on n'ait plus ce genre de chantage où les joueurs devraient faire un choix entre leur sélection et leur club. Je pense que si on développe notre football, si on l'industrialise comme Serge le disait, heureusement. Est-ce qu'il s'agit d'un chantage à Oninga? Vous avez été footballeur. Je pense que oui. Quand on se retrouve, on a évoqué la situation des joueurs en club, qu'ils soient obligés de choisir entre rester en club et venir défendre les couleurs de leur pays. C'est un choix qui n'est pas assez facile quand même. Alors il faut comprendre que déjà pour jouer en Europe, pour un footballeur africain, c'est pas donné. Parce que aujourd'hui il y a beaucoup d'afro-descendants qui sont en Europe et qui aimeraient
joué déjà dans les championnats européens et qui sont aussi talentueux que nos frères du Cameroun ou d'Afrique ou d'ailleurs. Donc, c'est pas vraiment facile de jouer en Europe pour un jeune Camerounais, par exemple, qui joue au Cameroun. C'est pas vraiment facile. Donc, quand il a la chance d'avoir un contrat en Europe, heureusement, il tient à son contrat. Ou malheureusement, on ne sait pas, il tient à son contrat. Donc, du coup, le club a un ascendant sur lui. Donc, le joueur, il n'a pas le choix. Si le club lui dit de choisir entre sa sélection ou son employeur, malheureusement, il va choisir son employeur. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait développer notre football, il faudrait développer les infrastructures pour rendre un peu notre football attrayant. Il faudrait que aussi au niveau des annonceurs, au niveau de l'industrie, que les États pensent au financement du sport et du football en particulier pour que nos athlètes restent en Afrique. Parce que s'ils restent en Afrique, je pense qu'ils seront assez forts aussi pour rivaliser avec les athlètes européens ou les athlètes des autres continents. Je pense aussi qu'il faudrait se pencher sur la formation des formateurs. Parce que le vrai problème du football africain aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'organisation des compétitions, mais c'est les formateurs aussi. Parce qu'on a des entraîneurs qui n'ont presque aucune formation, hein, qui malheureusement qui s'occupent des joueurs. Les joueurs n'ont pas beaucoup de bagages pour être compétitifs au niveau mondial, parce qu'ils n'apprennent pas assez au niveau tactique. Surtout, parce que on voit beaucoup qu'on a des carences tactiques. Voilà, donc je pense que on devrait, comme Serge disait, on devrait vraiment se tirer des leçons de cette décision, parce on était passé dessus il y a quelques années déjà, on commençait à voir autrement. Maintenant, on revient là-dessus, ça veut dire que l'Afrique n'est pas respectée. Ça veut dire, pourtant, comme il dit Serge, on a quand même un point d'honneur sur le choix du président de la Fédération internationale de football. Donc, malheureusement, nous ne sommes pas respectés. Il faudrait qu'on prenne notre destin en main et qu'on repense notre organisation du football et l'organisation du sport en général. Et quand même, dans ces décisions, il y a quand même des anciens footballeurs camerounais qui sont là à côté. Mais oui, bien sûr, mais chacun, vous savez comment ça marche, chacun pense à sa poche. Vous avez Samuel Eto'o qui est là. Oui, mais vous pensez qu'il va faire quoi? Il est retraité aujourd'hui. Antoine Bell. Oui, mais il cherche du travail. Ils sont tous là. Ils cherchent du travail. Il ne peut pas être contre une décision de la CAF. Il va dire quoi? Puisque lui, il a employé à la CAF. Il va dire quoi contre ton employeur? Tu vas dire quoi? Il n'est pas consulté. Hein? Consulté pour comment? Donne pas un avis. Non, il ne peut pas donner l'avis. Il est venu pour le compte de qui? Pour le compte de la CAF. Mais ça veut dire qu'il partageait la politique. Il n'est pas venu défendre les intérêts du Cameroun. Il est venu pour le compte de la CAF. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que de façon globale, on peut actuellement dire on a du regret. Mais je crois que les années antérieures, on voit le championnat africain, la CAN, à ces moments-là. On a simplement fait un glissement pour revenir aux dates où on jouait. À quel moment? En janvier. Oui, mais la CAN a toujours été au rabais en janvier. Parce que parfois les joueurs prenaient l'avion pour aller jouer un match en Europe et revenaient. Il y a eu beaucoup de situations comme ça. Il y a eu des situations où Thomas Nkono a joué 2 matchs, a commencé la Coupe d'Afrique et allait continuer son championnat. Et bien Joseph Antoine a tenu la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce qu'on peut donc reprocher au président Amad si dans la logique avec M. Infantino, la logique c'est de changer? Mais le président Amad, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse la part des choses. Le président Amad n'a aucun pouvoir. Non. Mais oui, mais je te dis, il n'a aucun pouvoir. Comment ça, Serge Pensy? Mais puisque la CAF... Non, c'est en sérieux. Mais non, comment il n'a aucun pouvoir? Pardon? Même si la CAF est sous normalisation. Ah bon, vous dites que la CAF est sous normalisation? Vous connaissez une confédération qui est sous normalisation? Vous connaissez une? Le mot normalisation, oui, mais attendez. Si... J'ai dit, mais pourquoi vous refusez? Pourquoi vous refusez la vérité? C'est pas vrai. Mais il n'a aucun pouvoir. Non, j'ai dit c'est aberrant de le dire parce que c'est pas responsable. Tu connais. Monsieur Amad était chez nous aujourd'hui. Oui. Il a fallu qu'il sorte la date de sa bouche pour que ça prenne corps. Ça prenne quoi? Mais la date était connue depuis... Mais Amad est venu au Cameroun. Amad est venu au Cameroun. J'ai dit ne faisons pas la délation. C'est pas officiellement, mais officieusement, la date était connue. Alors quand c'est officieux, ça veut dire que c'est pas connu. C'est la première fois qu'il est au Cameroun. L'Asie a pris le pas sur nous. Les Camerounais ont le cœur qui battait la chamade jusque ce matin. Les Camerounais n'ont pas le cœur qui battait la chamade. Ça battait la chamade, monsieur. Vous savez... Jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche, que c'est confirmé. Mais tu sais... Et même... C'est pas lui qui décide. Ah non, peut-être pas. Mais c'est pas Amad qui décide. La voix autorisée. Non, la voix autorisée, il communique, c'est tout. Mais c'est pas Amad qui décide, c'est le Cameroun qui décide.
C'est le Cameroun. Non, c'est le Cameroun qui décide. Je suis d'accord avec Serge. On nous a attribué la CAN. C'est nous qui décidons. Et le président Hamad l'avait dit. C'est quand même petit. Mais le même Hamad est venu ici. Le même Hamad, ça fait pas 2 ans qu'il était ici. Le même Hamad est venu ici. Il nous a dit que la Coupe d'Afrique va s'organiser, qu'il n'avait pas de plan B. Mais on a vu le plan B qui était en Égypte. Et conséquences? Mais alors, tu crois quelqu'un qui t'a raconté des conneries une fois? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas à ce qu'Hamad dit. Moi, je crois à mon pays. Je crois à mon pays, le Cameroun. Si le Cameroun peut se mettre au travail, oui, je veux croire au Cameroun. Mais je ne crois pas à Hamad. Hamad m'a déjà menti une fois. Serge, ce que tu dis, oui. Si les propos de M. Hamad seuls ne suffisent pas, ça ne veut pas dire que nous devons dormir sur nos lauriers. Mais je suis d'accord avec vous là-dessus, mais c'est pas pour dire que si on n'a pas l'accord cadre de la CAF, même si on travaille n'importe comment, ça ne donnera rien. Non. On a déjà l'accord de principe pour vous. L'accord de principe. Il est important. Non, s'il vous plaît. J'ai dit, ils ont déjà donné le OK. Maintenant, c'est à nous de montrer que ce OK ne va pas nous faire dormir. On n'avait pas le OK avant. On avait le OK. On avait le OK, on n'est pas la signé l'accord cadre. L'accord cadre, c'est. J'ai dit, ces messieurs sont arrivés hier ou avant-hier. Tout le monde avait le cœur qui battait la chamade. Sauf eux. Ceux qui organisent. Sauf eux. Ah non, je dis ceci. Tout le monde l'avait. Tu sais maintenant, quoi? À partir du moment où ils ont dit nous avons la CAN, chacun parle. Non, tu sais quoi? Moi, je dis les Camerounais, il faut les féliciter pour avoir fait confiance. On parlera, je félicite personne. Parce que tout à l'heure, on parlera de la Mindiac. Tu sauras pourquoi. Tu sauras. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, tu sais que ça fonctionne. Quand on les reçoit bien. Et ils disent aux gens, on les reçoit bien. Si tu me comprends, tu es Camerounais. On les reçoit bien. Et après, ils disent aux gens ce qu'on va entendre. Ce qu'on va entendre, c'est quoi? C'est que la Coupe d'Afrique. Et après, demain, quand on nous dit on n'est pas prêt, on s'en fout des gens. Hein. Ils peuvent aller pleurer au quartier. Mais Hamad serait parti. Il aurait pu son jet privé, serait parti. Il raconte. Il doit vous dire ça. Moi, ça ne m'intéresse pas ce qu'Hamad dit. Ce qui m'intéresse, c'est que quand je passe à Olembe pour aller à Bafia, que je vois que Olembe est en train de prendre la forme. C'est ça qui m'intéresse. Ce qu'Hamad dit ne m'intéresse pas. Oui, mais c'est qu'Hamad, puisque moi je passe là tout le temps et je ne vois pas de changement. C'est pour ça. Oui, je ne vois pas de changement. Avec quand même. Donc Hamad peut dire. Oui, mais peut-être qu'Hamad va organiser sa Coupe d'Afrique à Mars, mais sur notre planète. Mais je dis, à l'état actuel des choses, quand tu vas à Olembe. Mais attendez, c'est n'importe quoi. Vous voulez accepter ça, accepter. Mais moi, je n'accepte pas. Parce que moi, je vois... Quand tu auras accepté, ça m'aurait surpris. Coach, ça veut dire quoi? Si on suit un peu le raisonnement de Serge Penty, le Cameroun est face à ses responsabilités. Voilà, la CAF dit il y aura la CAN en 2021 au Cameroun. L'accord 4, c'est bon, il est là, il est signé. Donc, c'est au Cameroun d'être prêt. Je crois qu'avec toutes les autorités, ceux qui aiment le football et ceux qui aiment le Cameroun sera prêt. Je crois que les responsabilités du ministre, en prenant certaines décisions, ont fait en sorte que les gens se sont réveillés. Et puis il y a les travaux qui s'effectuent à Olembe. Moi, je vais juste parler sur le plan du travail. Et parce que c'est un grand chantier que le coach aura. C'est la première fois d'entraîner une équipe qui va jouer en janvier, qui n'aura pas tous ses joueurs, comme a dit Mabon Kessa, parce que c'est là où on verra une équipe du Cameroun en l'an de peut-être 2 jours, et vous jouez le match. C'est très difficile. Pour un entraîneur, je crois qu'il a les gens. Il aura ses joueurs. Non, il aura ses joueurs, mais automatiquement. La loi de la FIFA est claire. Oui, il aura ses joueurs. On va libérer les joueurs. Les clubs ont les moyens de pression pour retenir les joueurs. Oui, non. La loi est claire là-dessus, mais on a eu des cas où les clubs ont des moyens de non, la nouvelle loi dit que les clubs doivent libérer les joueurs. C'est pas une nouvelle loi, c'est une vieille loi. Oui, non, avant on négociait. Mais là, maintenant on négocie. La loi a toujours été la même. Non. Ça va changer. Non, les clubs avaient le pouvoir avant. Ils ont toujours le pouvoir. Les clubs ont toujours le pouvoir. Ils ont les moyens de pression sur les joueurs. Quels moyens de pression? Non, c'est au joueur de dire que je ne viens pas jouer pour l'équipe nationale. Le joueur ne peut pas dire, il est obligé d'honorer la sélection. C'est obligé, la loi est claire. Oui, obligé. C'est ce que nous disons. Il ne peut pas dire je ne peux pas, il est obligé. Mais c'est pour ça que la loi est claire. C'est pour ça qu'on dit la même chose. Oui, mais je dis que les clubs ont les moyens de pression. Et ils ont les techniques, ils ont les techniques pour empêcher aux joueurs d'honorer la sélection. Non, moi je voulais juste dire quelque chose. Mais tu le sais, je voulais juste dire quelque chose. C'est arrivé plusieurs fois. Par rapport à ce qui va se passer. Vous aurez vos joueurs.
Mais vous n'aurez pas vos joueurs tous les jours que vous aurez besoin. Vous aurez ces joueurs à 2 jours de match. Non. Non, je vous dis. NS. Ça va se passer. On peut avoir les joueurs tout le temps. On libère les joueurs. Si la Coupe d'Afrique. 9 janvier, comme tu as dit, 9 janvier, on a 2 semaines avant 9 janvier. Exactement. 2 semaines avant le début de la compétition, tu as tous les joueurs. Oui, je dis bien. Ce que je vais dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui l'aura les 2 semaines avant la compétition. Non, c'est la loi. La loi est là. Je dis, on aura les joueurs. Je dis, ce n'est pas sûr. C'est vrai qu'il y a quand ce n'est pas sûr. Je vous dis quelque chose. Ça dépend. Non. Le club peut négocier avec la fédération pour garder le joueur un peu plus. Oui. Voilà, s'il y a des matchs. Là, c'est une entente entre. Il peut négocier. Il peut négocier. Mais c'est la fédération qui décide. Exactement, la fédération. Moi, je vais parler aux techniciens plutôt. Je ne veux pas parler à ces joueurs qui vont venir à 2 semaines ou quoi. Le technicien, il est nouveau. Le coach de l'équipe nationale n'a jamais fait cette compétition. Il a 2 joueurs qui ont fait cette compétition, qui est Oman Biyik et Jacques Songo. Donc ça veut dire que pour lui maintenant, c'est de pouvoir ne serait-ce que faire un planning qui va nous favoriser à gagner cette Coupe d'Afrique. C'est chez nous. Moi, je ne dis pas on a joué cette Coupe d'Afrique que nous avons gagné à l'extérieur, où on a eu à gagner. Nous jouons chez nous. On a raté en 72, il ne faudrait pas qu'on rate en 2021. Avec qui avait cela? Non. Avec le technicien que vous avez là? Non, on a un entraîneur actuellement qui est en plein chantier, 2017, qui est en train de faire un bon chantier. Le Portugais là? Oui. Il n'a pas de niveau, toi-même tu le sais. Non, attends. Le Cameroun ne mérite pas. Serge, le Cameroun mérite mieux que ça. Tu sais, il faut qu'on se dise les vérités. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Que ce soit au Oman Biyik, qui a passé à l'équipe nationale, il est carbonisé, il ne peut rien. Que ce soit Jacques Songo. Mais non, il faut qu'on se dise les vérités. Non, mais ils sont passés, il y a d'autres. Ils sont qui? Il y a d'autres qui sont meilleurs, qui sont de la nouvelle génération. On ne veut pas essayer. On prend toujours les mêmes, on reprend. Le Portugais n'a pas de niveau. Oman n'a pas de niveau. Songo n'a pas de niveau. Je dis, Serge. Vous allez voir le résultat après. Vous allez me dire après. Tout l'encadrement technique de l'équipe nationale. Moi, j'ai dit tous ces gens-là ont du niveau. Ont le niveau. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Oman m'a dit qu'il attendait 9 ans. En 2017, donc pendant 9 ans, il n'a rien fait d'autre que de rêver venir entraîner l'équipe nationale du Cameroun. En 2017. Alors là, mais est-ce que c'est mauvais de venir entraîner l'équipe nationale du Cameroun? Écoute, Makeda, on va permettre au poste de déterminer. Pour moi, je veux bien qu'on gagne cette Coupe d'Afrique en 2021. Ça veut dire que si nous pouvons aider l'entraîneur qui est là à pouvoir ne serait-ce que nous donner cette gloire, nous devons le faire. Je dis bien, ceux qui sont ses adjoints ont joué une Coupe d'Afrique qui s'est jouée en janvier et février. Donc ça veut dire que c'est un pas par rapport à celui qui était en 2017. Moi je vous dis, celui qui était en 2017, qu'est-ce qui fait la force de cet entraîneur? C'est parce qu'il a entraîné trop en Afrique, en Algérie. Et il connaissait comment il pouvait faire pour gagner cette Coupe d'Afrique. N'étant pas sûr, il a eu à gagner cette Coupe d'Afrique. Donc on sait ça qui est là aujourd'hui. Moi je dis qu'il a 2 stratège. Ça veut dire que moi, je ne dis pas toujours que Jacques pour moi, c'est avec le respect, c'est parmi les meilleurs entraîneurs de gardiens en Afrique. Et là, vous savez de quoi vous parlez. Hein. Et je dis, pour moi, Oman Biyik, s'il n'avait rien gagné, il va gagner quelque chose en 2021. Et là, ça fera la fierté de la personne qui est Oman Biyik. Et pour le coach, je crois que venir en Afrique et entraîner une équipe nationale comme le Cameroun, c'est quelque chose de grandiose. Donc nous devons souhaiter une bonne chance à ce monsieur de pouvoir gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, c'est les stratégies qu'il doit trouver pour mettre son équipe sur pied parce qu'il est à la maison. C'est ça que je veux parler. Et je ne veux pas parler de l'organisation, on a déjà cette Coupe d'Afrique. Mais Serge, le fait de critiquer, nous sommes à la télé. Moi, à mon âge, je rêve plus. Je t'assure. Non. Serge, on ne pourra pas. Nous ne pourrons pas. La participation à cette compétition. C'est ça le risque. Donc, et c'est de ça que Emmanuel parlait au téléphone. Parce que le risque, c'est quoi? C'est que les joueurs, en venant honorer la sélection, perdent de leur place dans leur club. C'est automatique. Et perdent après leur emploi. C'est ça le risque. Non, c'est pas sûr qu'ils vont perdre l'emploi. Si tu n'es plus compétitif et que tu perds ta place, le club ne va pas accepter de continuer de te payer pour rien. Ils vont perdre au niveau de la confiance que l'entraîneur va leur redonner quand ils vont revenir. C'est de ça que je parle. Il a cité le cas du jeune... Si tu es bon joueur, un bon joueur
ton équipe a besoin, tu n'as pas ces problèmes-là. C'est des conneries. Est-ce qu'on a donc ces joueurs moyens qui ont ces problèmes? Mais justement, parce qu'on n'a plus de super bons joueurs aujourd'hui, on n'a que des joueurs moyens, il faut le dire. La faute est à qui? On n'a plus de... La faute est à l'organisation de tout le football camerounais et africain en général. Raoul, c'est ça le problème. Personne ne peut faire une omelette sans casser les œufs. Je suis d'accord. Si tu veux participer à la Coupe d'Afrique des Nations, il faut bien qu'on te sélectionne et que tu laisses ton club. C'est ce qui va se passer. Maintenant, celui qui ira à la CAN, s'il revient avec son trophée et qu'il a trop fêté, il va comprendre que la compétition l'attend devant. S'il est un bon joueur, comme disait Serge, il va jouer. Maintenant, s'il était un joueur moyen et qui était pas indispensable pour son club, il va revenir se remettre au travail. Mais prenons le cas du Cameroun. Notre sélection n'a que des joueurs moyens. On n'a pas de bons joueurs aujourd'hui. Il n'y a aucun joueur qui sort du lot. Aucun. Lequel? Choupo-Moting, qui est votre meilleur joueur? Non. Mais il fait banquette à Paris. Si vous pensez que... C'est ton problème. Nous non, j'ai de problème avec personne. Je suis objectif. Moi, je suis objectif. Nous avons remporté une CAN avec des no-names en 2017. Et tout le monde a fêté la CAN. Non, pas des no-names. Nicolas Nkoulou n'était pas no-name. Serge, s'il vous plaît. C'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. Nicolas Nkoulou était noyé. Même avant. Il était noyé. Si, même avant, il était l'un des meilleurs. Raoul. Nicolas Nkoulou, Obaka Vincent était noyé devant une bande de gamins qui leur demandent, il ne jouait même pas. Il jouait des mégots de match. Écoutez bien, j'ai dit jouer des mégots de match. Mais seulement, l'entraîneur était un inconnu, comme disait Serge. Non, pas un inconnu. C'est ce qu'il a dit. Serge. Mais n'est pas un inconnu. C'est pas parce qu'un joueur est sur le banc de touche qu'il ne joue pas. Un CV. On peut jouer étant sur le banc. En Afrique, il n'en avait pas. Non, tu n'as pas besoin d'avoir un CV en Afrique. Claude Leroy qui arrive en Afrique, qui gagne 3 ans après le Cameroun, il sort de Grenoble. Grenoble, c'était un club de ce que je veux dire simplement, c'est que le Cameroun a eu l'habitude de fabriquer des entraîneurs. Oui, mais on n'a pas fabriqué. Ils repartent d'ici avec des noms. On n'a pas fabriqué le Belge. Des joueurs aussi, mais depuis on n'en a pas fabriqué. Sur la scène africaine, il n'avait rien remporté. Non, mais tu n'as pas besoin de remporter. Il a remporté avec le Cameroun. Ça lui a fait non. Non, mais Serge, pendant qu'on fabriquait Claude Leroy, la Coupe d'Afrique des Nations en 2017, qui les attendait là-bas? Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que pendant que le Cameroun fabriquait Claude Leroy fabriquait des bons joueurs. Aujourd'hui, le Cameroun n'en fabrique plus. On n'a plus de bons joueurs. On n'a que des joueurs moyens. Et ces joueurs moyens-là, pour moi, risquent de perdre leur place en club parce que déjà, ils sont moyens et qu'il y a la concurrence. Ils risquent de perdre leur place en club en venant honorer la sélection. Voilà le risque. Raoul, comment vas-tu donc faire? On ne les sélectionne pas? Ça revient au problème. Et même quand on dit qu'il n'y a pas de bons joueurs, pour moi, c'est une affirmation un peu pas bien. Parce qu'en réalité, chez nous, ce n'est pas le talent qui manque. C'est des joueurs moyens. C'est l'encadrement de ce talent, pour moi, qui fait problème. Aujourd'hui, on avait un problème d'infrastructure qui était criard. C'est en train de se résorber. Ça se résout. Ah bon? Oui. À partir du moment où les infrastructures sortent de terre... Avec ça, là, tu crois que ça se résout le problème? Serge, il faut être un myope. Tu sais combien de temps les clubs de Douala n'ont plus joué à Douala? Mais c'est parce qu'on prépare les cannes. Ah bon? Oui. Tu t'imagines parce qu'on prépare une compétition, le club de Douala, ça fait 2 ans, ils n'ont pas joué. Plus de 2 ans. On a mis trop longtemps sans plus de 2 ans. L'Union de Douala, Astre et New Star n'ont pas pu jouer ici à Douala. Si on veut faire seulement de la critique pour faire... Non, je n'ai pas la critique. C'est ce que ça signifie. Ça signifie pour un jeune, par exemple, qui rêve de l'Union de Douala, est-ce qu'il doit aller à Limbé? Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas, plus de 2 ans qu'ils n'ont pas joué à Douala. Tu sais ce que ça signifie? La faute est à qui? On tue le football. Mais la faute est à qui? Mais à qui? Mais il fallait bien que ça s'arrête quelque part. À vous les dirigeants. Ah, maintenant tu as commencé à subir les dirigeants. Oui, à vous les dirigeants. Politique. Oui. On a mis du retard pour commencer à penser. On a commencé. Au moins, il fallait un jour que ça commence quelque part. Ah bon? Ça a commencé quelque part. Le gouvernement de la République a pris en main de le faire. Oui, mais tu sais maintenant, écoute, tu ne peux pas avoir mis 30 ans sans rien faire et venir un matin faire sans qu'il y ait un blocage. Ouais, mais maintenant, quand le blocage naît, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu mets 30 ans et que tu n'as pas démarré, tu ne démarres pas comme il y a 30 ans. Tu démarres comment? Mais tu cherches, tu réfléchis et tu cherches une alternative qui va te mettre au même point, au même niveau que les autres actuellement. Mais tu démarres quand même ou pas? Oui, tu démarres, mais tu mets au même niveau. Et le niveau pour démarrer? En prenant par exemple... La science pour le démarrer, c'est pas Serge Pensy qui la donne. Ceux qui la conçoivent là-bas la conçoivent à leur niveau. Maintenant, ils peuvent ne pas être sur le bon chemin. Mais ils conçoivent, ils ont mal conçu parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Dis que c'est mal conçu maintenant, pour moi, c'est gratuitement qu'on affirme parce qu'il n'y a rien sur les clubs pour les juger. Mais je te donne un exemple très simple. L'exemple lequel? Mais tu as dit que les clubs de Douala, ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont plus joué. Est-ce que c'est la faute à ceux qui ont conçu? On devait faire les infrastructures, on devait les faire jouer dessus. Lorsque les infrastructures seront opérationnelles, ils vont jouer là-dessus, bien sûr. Ils vont jouer. Vous savez ce que ça représente? Ça représente une année pour un jeune footballeur.
une année. Serge, ceux qui n'ont pas fait des concours de l'État en 95-97 comme moi, ils sont morts. Ah bon, oui. Ça veut ça que tu le dis, surtout que Serge, attendez, il faut qu'on soit un peu sérieux. Je voulais dire quelque chose. Oui, coach. Nous, avant, on ne jouait pas sur les terrains gazonnés comme les terrains aujourd'hui. On jouait au ballon. Donc, ça veut dire quoi? On aurait pu on a pu produire des bons joueurs avant. Ce qu'on a dit. On a eu des bons joueurs qui ont gagné tous ces Coupes d'Afrique sans ce que nous avons aujourd'hui. C'est pour dire à Serge que à chaque année naît quelque chose. Aujourd'hui, ces joueurs ont la chance, ils vont jouer sur des terrains qui sont déjà bien finis, des travaux réceptionnés. C'est pas de jouer. On peut même jouer le championnat au Stade Amois sans toutefois être réceptionné. Mais je dis bien que ces compagnies ont dit que en donnant tous les clés, les travaux réceptionnés, les clubs joueront. Ah bon? Coach, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il y a des infrastructures aujourd'hui que les joueurs seront meilleurs? Ça commence par là. Ça commence par là. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je vais vous dire pourquoi. Si tu es un bon joueur, c'est pas parce que tu es mieux chaussé que tu seras un bon joueur. Non, oui. Ou c'est pas parce que le stade a du gazon ou pas que tu seras un bon joueur. Si tu es un bon joueur, tu es un bon joueur. Il y a quand même quelque chose. Celui qui s'entraîne sur un terrain dur, il faut comprendre celui qui s'entraîne sur un terrain gazonné tous les jours est mieux que celui qui s'entraîne sur un terrain dur. Mieux dans quel sens? Le problème du football camerounais aujourd'hui, ce n'est pas les infrastructures. Parce que on a fait de grands joueurs, on a fait de grands joueurs avec ces mêmes infrastructures qui étaient même pires. Vous comprenez? Le problème du football aujourd'hui au Cameroun, c'est la formation des footballeurs. Voilà l'épineux problème, c'est la formation des footballeurs. Mais ici, vous les formez ici. Dans les terrains. Mais les formateurs ne sont pas formés eux-mêmes. Serge, Raoul, ils ne sont pas formés. La première étape du problème, c'est tu le sais très bien. Tu connais le football. Tu as été arbitre ici. Tu as été arbitre. Tu le sais. Ce qui me gêne, c'est que nous pouvons tout faire à la fois. L'élément du foot, le premier élément, la loi 1 du football, c'est le terrain de jeu. Oui, mais toi, tu attends. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais vous dire que ça commence par là. Je dis, même si vous voulez entraîner un enfant, même si l'encadreur est un dingue, il faut d'abord qu'il ait un terrain. Oui, mais c'est pas vrai. Nous avons joué sur le terrain. Voilà mon collègue coach, il va te confirmer. Tu étais arbitre d'ailleurs. On a joué sur le terrain caillouteux, mais on était talentueux. Et on a eu de la performance. On a eu de la performance. On a gagné des Coupes d'Afrique. Là, c'est vrai. Voilà. Donc, les gars aujourd'hui n'ont pas le niveau, il faut le dire. Ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Maintenant, revenons un peu. Aujourd'hui, tout le monde est attiré par le football. C'est un problème de formation. Bien sûr. Les formateurs recrutent les joueurs. Parce que c'est le cousin, c'est la famille, c'est ceci, c'est là, on ne prend plus les talentueux. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a un problème au niveau des infrastructures. Ça, c'est clair. Merci Serge, de moins de l'avouer d'abord. Mais ce qu'on doit, pour développer notre football, il faut d'abord penser à la science. La science, c'est quoi? C'est pas le terrain. La science, c'est concevoir. Exactement. Concevoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre football. Tant qu'on ne va pas prendre la science et la mettre à côté de nous pour réfléchir, on ne va rien faire. Merci. Et c'est ce que ces gens qui dirigent notre football aujourd'hui font. Ils n'utilisent pas la science. Non, on ne peut pas encore savoir. Ils n'utilisent pas, puisqu'on voit les résultats. Non, quel résultat tu vois? Oui, mais au niveau des clubs, la dernière fois que le Canon de Yaoundé a gagné la Coupe d'Afrique, c'était en club. Et la faute est à qui? J'ai oublié. La faute est à celui qui est là aujourd'hui. Mais c'est une continuité. Puisque ceux qui sont venus après, ils n'ont pas utilisé cette science. Ils ont continué à utiliser cette science. Je te rappelle, Enes Mabouka disait qu'il s'est entraîné sur le terrain en terre battue. Peut-être que moi je suis plus vieux que lui, mais attention, le stade Omisport là aujourd'hui, le stade de Bepanda aujourd'hui, à quoi il ressemble aujourd'hui? Il était comme ça avant 1980. Je te rappelle qu'il était comme ça. L'Union de doigts s'entraîner là-bas. Tous les stades étaient gazonnés. Il y avait 11 stades d'entraînement. Et après, il est devenu quoi? 11 stades d'entraînement. Après, il est devenu mais c'est pour ça que je te dis que les gens qui dirigent notre football et notre sport n'ont pas utilisé la science. La science, c'est le management. La science, là, ils l'ont jeté, ils l'ont mis à la poubelle. Ils ont dit, on va faire. Puisque le sport est devenu un fourre-tout et on a utilisé le sport pour gravir les échelons sur le plan politique et les gens ont utilisé le sport. Peut-être une dernière question. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est ça que je dis qu'on doit se mettre au travail aujourd'hui. On doit réfléchir. Si l'Afrique avait réfléchi, si l'Afrique avait travaillé, on ne serait pas arrivé là aujourd'hui. Que la FIFA nous dise aujourd'hui pour un championnat de club.
pour un championnat de club, on déplace toute une Coupe d'Afrique. Non, jamais de la vie. La FIFA n'aurait pas. Si le Nigeria était développé, avait développé son football aujourd'hui pour dire que on a un pôle en Afrique, on peut payer les joueurs à $100 000 au Nigeria. Non. On aurait dit, écoutez, nous on organise notre Coupe d'Afrique en juin, allez organiser votre Coupe du Monde des clubs. Parce que les Mexicains, ils sont combien qui jouent ailleurs? Ils sont tous chez eux. Et si vous avez raison, Serge. Je vais vous parler. Dans le fond, oui. Moi, j'étais dans un pays comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud ne rêve pas de venir jouer le Chad. Exactement. L'Afrique du Sud ne rêve pas de venir jouer le Chad parce qu'ils se disent qu'ils ont un championnat qui est élevé, les joueurs sont bien payés. Ces joueurs, c'est pas pour rien, ils ne veulent pas aller en Europe. Il y a peu de Sud-Africains, il y a peut-être 2 Sud-Africains qui veulent juste aller tenter, revenir encore, parce qu'ils sont bien chez eux. Développons notre football. Je crois qu'aujourd'hui, le directeur technique, le nouveau directeur technique, est en train de concevoir quelque chose. Et je crois que son travail est en train de produire quelque chose. Regardez le championnat qui se joue aujourd'hui. Il est en train de faire un travail. C'est pas son niveau. Je dis, pour moi, je vais vous dire quelque chose, Serge. Oui. Croyons en nous-mêmes. Oui, mais nous croyons aux Camerounais qu'on donne des postes qui sont là, qui peuvent faire la paix. Nous sommes en train de dire la même chose. Alors, dernière question sur la CAN, et puis on parle de l'athlétisme. Serge Kamdemkwa, CAN 2019, c'est en juin. CAN 2021, on remonte en janvier. Alors, ce flottement-là de la périodicité de la compétition, est-ce que c'est quelque chose qu'on comprend? C'est vrai que Ahmad avait dit qu'il faut qu'on soit flexible. Est-ce qu'il faudrait s'attendre alors peut-être qu'à chaque édition de la CAN, qui est peut-être une date précise, une période précise, et pas quand même un calendrier assez ferme, comme on l'a toujours vu par le passé? Je vais prendre ta question sur 2 volets. Le premier, c'est la cordialité des relations entre la CAF et la FIFA. La synergie qui est entre M. Infantino et M. Ahmad, pour moi, les contraint à être en phase dans ce qu'ils font en termes de programme pour le foot africain et mondial en général. Et comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs, il y a une compétition nouvelle que la FIFA met en branle. C'est-à-dire qu'elle essaye de mettre en exergue en mois de juin. Et pour cela, la CAF, par solidarité, s'est trouvée, même si ça a été en marge des intérêts de l'Afrique, à déplacer son calendrier. Maintenant, il faut regarder au niveau de l'organisation locale la pertinence de ce décalage. Le mois de juin au Cameroun devait être un mois pluvieux. Et pour la pluviométrie, ça devait forcément pas être bien, même si c'était un calendrier préalable, arrêté. Donc, en ramenant en janvier-février, sur le plan climatique, le Cameroun peut, malgré le fait que ça raccourcisse le temps de préparation ou bien d'infrastructure, peut-être 6 mois, forcément. C'est l'impact que ça va avoir, mais sur le plan de la qualité de la compétition, le Cameroun peut faire des efforts. Je pense que l'organisation peut être bonne. Le quoi qu'on aura, comme l'ont dit les autres encore, c'est ça au niveau peut-être de la qualité de la prestation. Est-ce que la pluie peut gêner la compétition? Non, du tout. Serge. Non. Serge. On est là pour éduquer les spectateurs. Chez nous ici. Non. J'ai dit chez nous ici. Oui. La pluie gêne. Quoi, la compétition? La pluie gêne Comment? Parce que chez nous ici, lorsqu'il pleut, même le mouvement des masses est compliqué. Le mouvement des masses. Quand on fait un spectacle, c'est pour un public. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas organiser la Coupe d'Afrique. Non. Ce que tu as dit, on peut organiser. Parce que quand il pleut, le monde. Je ne veux pas qu'on fasse comme si on est sur Mars. Non, mais je te dis que. Il ne faut pas qu'on oublie nos réalités. On ne gère pas les risques. Même si les stades, les pelouses. Le championnat s'arrête pendant la saison pluvieuse ici. Raoul. Oui. Tu as vu un match du championnat Cameroun pendant la saison? Moi, j'ai joué pendant la saison pluvieuse. Tu as vu en quelle année? Quelle que soit l'année, c'est pareil. Je vous dis que lorsqu'on filme même par hasard, que ce soit il y a 20 ans ou maintenant, la saison pluvieuse est la même. Elle est la même. J'ai joué et encore aujourd'hui, il y a des infrastructures. Comme il disait, à notre époque, quand il pleuvait, c'était différent. Je suis à quoi ici avec vous actuellement, STV. Quand il pleut, est-ce que tu peux descendre sur la rue de Sylvanie ici? La rue de Sylvanie? Oui. Mais exactement, c'est ça le problème. Mais ça dit qu'on ne peut pas faire la CAN? Ça veut dire que si tu vas au Gabon, les Gabonais vont te dire que en janvier, là, en juin, là, c'est comme ça. Et là-bas, tu as dit que chaque fois qu'on va vouloir organiser. C'est une déduction que non, s'il te plaît. Elle a posé une question sur une ça veut dire que chaque fois qu'on va vouloir organiser une Coupe d'Afrique, on va aller dans le pays pour leur dire que, écoutez, quel est le meilleur moment pour vous de. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Elle a demandé. Moi, je pense que si les infrastructures. Non, maintenant, s'il faut déduire si on n'entend pas par là. J'ai dit, pour moi, l'analyse que je fais, il y a la compétition de la FIFA. Une chose. Il y a la prévision pour la Coupe du Monde 2022 qui se joue dans. Le Qatar, déjà, pour tout le monde, c'est un problème.
tous les championnats vont se sentir bouleversés. Et puis, non, ils ne vont pas être bouleversés. Je dis ils vont se sentir. Les périodes vont forcément changer. Pas du tout. Ils vont rentrer à 32, ils ne vont plus faire 40 quelque chose. Pas du tout. Comme ils ont dit, pas du tout, parce que là où les gens... La CAN reste à 24. Non, je parle de la Coupe du Monde qui sera au Qatar. Là où les gens réfléchissent avant, là où les gens gèrent les risques avant, on a réfléchi pour le Qatar. Depuis... Donc, il y a toujours, tu le constates, depuis, il y a un décalage qui va permettre au pays bien organisé d'aller en Coupe du Monde sans problème. Parce que la Coupe du Monde va se jouer en décembre au Qatar. Donc, ils pourront s'organiser et aller en Coupe du Monde sans problème. Mais nous, en Afrique, on ne réfléchit pas comme ça. Vous n'êtes pas d'accord avec les éléments de réponse apportés qu'on nous dise que le problème de pluviométrie, c'est un truc qu'on utilise comme ça pour un peu tromper les Africains. Parce qu'aujourd'hui, les terrains, je ne connais même pas. Si tu prends par exemple la ville de Londres, où il y a une grosse pluviométrie. Mais attends, quand on joue, tu as un terrain bien construit. On n'a pas un problème de pluie. Même ici, parce que dès que l'eau tombe, et directement, c'est absorbé. Si tu connais ce que représente le football pour les Camerounais, en temps de pluie, on n'a pas la même motivation. C'est ce que ça signifie. C'est parce qu'on n'a pas les infrastructures. Raoul, si on a des bonnes routes, qui permettent aux gens de circuler pour arriver au stade et que le stade soit bien construit, on n'a pas de problème. Tu peux avoir des bonnes routes, il n'y a pas de bonne canalisation d'eau. Non, tu peux avoir. Si tu as une bonne route, comment il n'y aura pas de bonne canalisation? Je vous dis qu'en plat, la route est bonne. Non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Si elle était bonne, il y aura une canalisation. La canalisation fait partie de la construction de la route. Exactement. Vous parlez de la construction, vous parlez de la route. La constituante, c'est la route. La constituante, c'est la route ou bien c'est la constituante? Si la route est bonne, il devrait avoir. D'accord. La route. Demandez-vous pas qu'on crée du dilatoire inutile. C'est pas du dilatoire. D'accord. Lorsqu'on fait une compétition, on le dit. Lorsqu'on fait une compétition, on veut un spectacle agréable sur la pelouse. On veut en même temps des gens dans les gradins. Et les Africains, par nature, aiment être là. J'ai dit, les Camerounais, quand il pleut, n'ont pas la même capacité de motivation pour se déplacer que quand il ne pleut pas. Pour nous, et janvier, il faut aussi chaud. C'est encore mieux d'aller au terrain quand il fait même chaud. Oui, tous les avec plein de poussière. Ils vont à 16 heures passer. Il y a la poussière. On n'arrête pas la poussière alors. Vous allez arroser les villes. Qu'est-ce qui se passe alors? Ça veut dire quoi? La prochaine édition de la CAN, on va encore décaler la date. On ira voir. Tel que c'est parti, d'après les prévisions de M. Ahmad qui voulait jouer la CAN généralement au mois de juin, s'il veut se fier à ce calendrier préalable, il est fort indiqué qu'il décalera encore. C'est pas bien pour nous parce qu'en réalité, il faut caler ces compétitions à des dates fixes pour permettre aux annonceurs et tout ça de venir vraiment se greffer. Mais l'Afrique est une marionnette, on ne peut pas caler des dates. Là où l'Afrique peut avoir espoir. D'accord. L'Afrique peut avoir espoir. C'est que la nouvelle compétition de la FIFA et la Coupe du Monde des clubs n'émerge pas. C'est-à-dire que peut-être qu'après une ou deux compétitions, qu'elle meurt d'elle-même. Que ce soit un flop. Oui, que ce soit un flop. Parce que normalement, les grands joueurs, parce que la FIFA fait ça pour les grands joueurs, pour les grands clubs, qui vont venir après un championnat, vont venir encore jouer un autre championnat après en juin. Donc peut-être que ces grands joueurs ne voudront pas jouer, puis ils voudront aller en vacances, et peut-être qu'il y aura beaucoup d'absence. Pourquoi tu fais un rêve qui est réalisable? Non, je te dis parce que c'est au niveau des clubs. Le joueur ne veut pas jouer et que il est vite éliminé. Le club, par exemple, tout le monde veut voir Messi et que Messi n'a pas envie de jouer. Parce que on a vu Messi qui est au terrain, qui n'a pas envie. S'il n'a pas envie de jouer, la compétition va mourir. Parce qu'on fait des compétitions pour les grands joueurs. On fait des compétitions pour les petits joueurs. Donc c'est juste pour voir que ça peut mourir. Oui, ça peut mourir, ça ne marche pas. Merci. Messieurs, on va évoquer le deuxième et dernier sujet de la pause actuelle avant de passer au débat. On parle de l'athlétisme. Souvenez-vous, il y a eu le FIFA Gate qui avait fait tomber les mastodontes du football mondial. Cette fois, c'est une autre grosse affaire où corruption, dopage, l'athlétisme russe, sélection présidentielle sénégalaise sont mêlées et même entremêlées. C'est d'ailleurs présenté comme l'un des grands procès qu'on va attendre au cours de cette année 2020. Il s'agit du procès de l'ancien président de la Fédération mondiale d'athlétisme, Lamine Diack, procès qui s'est ouvert lundi dernier 13 janvier devant la chambre correctionnelle du tribunal de Paris et qui va s'y dérouler
c'était jusqu'au 23 janvier, même si évidemment ça a été reporté au mois de juin. Il faut rappeler que le point de départ de cette affaire remonte à 2014, lorsque l'agent d'une marathonienne russe, Lilia Sobuskova, révèle à un employé de l'IA2AF que sa cliente a dû verser 450 000 € à la Fédération russe d'athlétisme pour ne pas figurer sur une liste de sportifs soupçonnés de dopage, comme le rappelle le journal Le Figaro. 2015, une information judiciaire est ouverte et l'on s'intéresse d'une part au fonds qui aurait été détourné de la Fédération mondiale par l'ex-patron Lamine Diack au profit de son fils Massata Diack. Et d'autre part, la justice s'intéresse aux soupçons de corruption. Des procédures disciplinaires contre 23 athlètes russes soupçonnés de dopage auraient été retardées afin de permettre à ces derniers de participer à des compétitions en échange de pots de vin, ainsi que du renouvellement d'un important contrat de sponsoring avec une banque russe. Et lors de l'instruction, Lamine Diack avait dit au magistrat qu'une partie des fonds russes avait servi à soutenir l'opposition lors des élections présidentielles et législatives au Sénégal en 2012. Il fallait financer notamment les déplacements des jeunes afin de battre campagne. J'avais donc besoin de financement. À ce moment-là, il y avait des problèmes de suspension des athlètes russes à quelques mois des championnats du monde en Russie. Moi, il fallait que je gagne Dakar. Nous sommes entendus. La Russie a financé. C'est Papa Massata Diack qui s'est occupé du financement avec Valentin Balachnichev. Fin de citation. Je rappelle donc que le procès a été donc renvoyé. Alors, je pense après, quand même, le FIFA Gate qui avait quand même secoué la planète foot. Voici une autre grosse affaire de corruption dans le milieu sportif avec l'athlétisme qui est au devant de la scène. Quel est le regard que vous portez justement sur cette autre affaire? Oui, mais ça ne me surprend pas. Vous savez, dans ce monde-là, c'est monnaie courante. Hein. C'est monnaie courante. Mais aujourd'hui, Lamine Diack, il a quel âge? 86 ans. On va le condamner à combien d'années? Il va aller en prison pour combien d'années? Combien d'années reste encore il va atteindre un siècle, 100 ans en prison. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas ça. On essaie un peu de distraire les gens. Pour moi, le chantier aujourd'hui, c'est essayer de construire ces institutions, qu'elles aient une politique transparente. C'est-à-dire que dans l'attribution des compétitions, dans le contrôle du dopage, tout ça, que tout soit transparent. Qu'on dise aujourd'hui, ok, voilà, si tu veux compétir, tu dois aller là. Faire tes tests, on contrôle, un truc indépendant, que ce soit transparent. Que ce soit même des tests, on peut même dire que tu peux faire des tests dans 10 pays, dans différents centres, qui ne communiquent pas entre eux. Tout ça, c'est-à-dire qu'on doit mettre sur pied une politique transparente, une gestion transparente de l'attribution des compétitions, des dopages et tout ça. Mais moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, le chantier doit être de Lamine Diack. Ils vont certainement le condamner à un certain nombre en remboursement et tout ça. Là, on a financé sa campagne à Dakar. C'est déjà passé. Ils ont gagné. Tout s'est bien passé. Donc, aujourd'hui, on vient réveiller une affaire comme ça. Bon, ok, c'est bien de le révéler au monde qu'il y a eu des choses qui sont passées et des choses vont continuer à se passer tant qu'on ne mettra pas des barrières pour éviter ce genre de choses. Vous comprenez? Je veux prendre un exemple très très simple. Si vous construisez, et Serge Kamel sera d'accord avec moi, si vous construisez une route et vous avez un carrefour, vous n'avez pas mis de feu. Et vous n'avez pas, peut-être chez nous encore, même si on a les feux, vous n'avez pas planté un policier là. Des policiers là, 24 sur 24, c'est-à-dire qu'ils se succèdent. Les gens vont venir, ils vont traverser. Carrément, ils s'en foutent. Et c'est comme ça que c'est là-bas. C'est-à-dire qu'il faut des contrôles qui vont empêcher ces fonctionnaires de faire du n'importe quoi. Parce que eux, ils prennent ces organisations comme la leur, ils prennent leurs fils, leurs cousins et tout, mais celui qui était à la FIFA n'était pas différent. Son secrétaire particulier était son neveu et tout, qui gérait la billetterie de la Coupe du Monde et tout. Donc, non. Il y a conflit d'intérêts, il y a conflit d'intérêts dans cette histoire-là. Donc, il faut mettre un management transparent qui permet d'éviter ce genre de collision.
Comment est-ce qu'on peut justement expliquer ça, le sport qui est de plus en plus englué dans des scandales de corruption? Non, disons que l'argent, c'est... Tout le monde travaille comme on sera au quotidien pour gagner sa vie. Maintenant, c'est un problème de culture et de mentalité. Vous savez, ceux qui pensent à gagner l'argent facilement, on peut déplorer cela. C'est pour ça qu'on parle toujours de lutte contre la corruption et tout ça, mais c'est un fléau qui est plus répandu, on va dire en Afrique, parce que tout le monde voit ça. Chez nous, ça se fait sans façon. Mais certains, dans les milieux occidentaux, le font avec beaucoup de subtilité, même à travers ce qu'on appelle généralement les jeux, les lotos, tout ça. Mais c'est des trucs parfois derrière lesquels on a beaucoup de choses qu'on peut décrier. Maintenant, dans le cas de Lamine Diack, ses propos déjà à eux seuls montrent que lui, il était dans le besoin. Et il a sûrement une perche qu'on lui a tendue. Il s'est dit que, comme disait peut-être Serge, vu son âge, quelque chose que vous lui ferez, si quelqu'un est couché, vous faites que vous allez le tirer à terre. Donc, il était un peu comme un corbillard. Et l'esprit de l'olympisme dans tout ça. Voilà, donc il a oublié l'éthique pour laquelle il était là. Ça n'intéresse personne. Donc, personne. Nous devons dire pour la jeunesse que c'est des actes à ne pas commettre. C'est pas venant d'un vieillard non plus qu'on devrait voir ça, parce qu'en réalité, chez nous en Afrique, quand même, on sait qu'un vieillard, c'est une bibliothèque. Bien sûr. Donc, s'il faut avoir cette image de lui au crépuscule de sa vie, c'est pas gai. Déjà qu'il a mêlé à ça son propre fils. Son fils qui dit quand même que ça, c'est une campagne pour saboter. Ah non, mais il dit, mais lui-même ne vient pas se présenter devant la justice. Il dit, mais il est réfugié au Sénégal chez eux. Malgré les convocations, il ne vient pas. Donc vous comprenez qu'il n'est pas exclu que tôt ou tard, il soit mêlé de près ou de loin à cette affaire. Le père est la pièce. Mais le fils est la pièce maîtresse de l'histoire. Oui, c'est la pièce maîtresse. Mais on peut le forcer à se présenter. C'est la pièce maîtresse. Je veux dire quoi? Je veux dire que lui, le fils, quel que soit ce qu'il dit aujourd'hui, il n'est pas exempt de reproches. Et si le père, malheureusement, comme on voit, n'ayant même pas les faits, sera condamné, lui, le fils, n'est pas exempt d'une condamnation. Et là, pour moi, c'est l'image de l'Afrique d'abord qui prend un coup. Parce que quand on a la chance en tant qu'Africain de diriger une institution qui, sur le plan mondial, nous, déjà que ce n'est pas donné tous les jours, nous devons essayer de montrer une certaine éthique. Maintenant, quand... Je ne suis pas tout d'accord avec toi. Non, Serge, écoute-moi, tu peux ne pas être d'accord, mais je veux dire, l'Afrique est perçue toujours par certains comme étant ceux qui ne peuvent pas être à la hauteur. Non, c'est toi qui penses ça. Ah non, pas mais que je pense. Mais c'est un être humain. Attends, Platini, il a fait quoi? Serge. Oui, Platini, il est quoi? Il n'est pas africain. Avant de venir à Platini, on termine avec, terminons avec ça. l'Afrique. Quand tu cites les institutions dans le monde qui sont pilotées par un Africain, il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais moi, ce que je ne suis pas parce que cette posture-là, de penser que Serge, parce qu'un Africain... Serge, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, non? Mais moi, je connais les Africains. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, mais attends... Serge, laissons la philosophie. C'est le vote, C'est le vote, Serge, même avec le fait que ce soit un vote, il n'y en a pas beaucoup. À partir du moment où c'est le cas, ceux qui ont eu la chance d'arriver à ce niveau, pour continuer à donner la chance aux autres qui viendront, pour moi, même s'ils ont l'opportunité de se servir comme ça, devraient savoir le faire. Il faut être subtil. Les autres le font, mais subtilement. Mais là, tu dois te poser la question comment il est arrivé là. Et tu comprends du coup, tu comprends tout de suite. S'il est donc arrivé par une certaine mascarade, parce qu'on avait prévu des choses à travers lui, ça veut dire que c'est un sacrifié qui est venu se ternir davantage l'image de notre moi, je pense que continent. C'est un sacrifié. C'est plus donc, s'il est venu dans cette logique, pour nous, c'est une honte. Nous ne devons pas accepter de jouer le second rôle. Parce que comme toi, tu disais, si nous avons la compétence de notre compétence pour faire un travail, nous ne devons pas accepter que certains nous utilisent comme des marionnettes. Donc, les Africains qui ailleurs se battent comme des entraîneurs, vous allez voir rarement un homme de couleur sur des bancs en Europe travailler décemment parce qu'on pense toujours alors qu'ils ont la compétence. Ça commence à arriver quand même. Non, ça commence seulement après combien d'années? Moi, je veux donc dire que quand nous avons la chance... Oui, ce début-là, vous n'avez pas voulu concéder à certains au Cameroun qui commencent aussi parce que vous dites qu'ils n'ont pas la qualité. Maintenant, vous concédez ça à d'autres là-bas. Pourquoi? Alors qu'on est au même championnat, on a joué les Makelele sont où aujourd'hui? Non, pour dire quoi? Pour dire que de façon normale, c'est pas un problème de peau forcément. Mais nous devons, pour valoriser davantage ce que nous sommes et montrer aux gens qui se trompent davantage sur nous, éviter de jouer ce genre de rôle. Surtout pour des patriarches. Parce que les patriarches chez nous sont des exemples. Et quand vous avez un exemple dans ce qu'on appelle la tricherie, la corruption, la délation et comme ça... Mais Serge Kamden, quoi, tu penses que c'est aujourd'hui qu'il a commencé? Serge,
Peut-être tu as commencé avec lui, peut-être. Non, mais ça commence c'est depuis. Il était même. Attends, mais c'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Il a passé 16 années quand même dans cette institution. Hein. Et en 16 ans, il faisait ça toujours. Mais ils font toujours ça, mais ils ont tous des cadeaux. Ils ont toujours des cadeaux. Moi, je pense qu'il est sacrifié. C'est tout un réseau. C'est tout un réseau de blanchiment d'argent dans toutes ces institutions. Et M. Diack a été utilisé. Il avait besoin d'argent pour financer la campagne de son copain Macky Sall. Et il a été utilisé à ses fins. Voilà, ça s'est très très bien passé. Bon, après, l'histoire a pété. Aujourd'hui, je pense que quand on voit comment le procès en ouverture s'est déroulé ou pas, on comprend un peu qu'il y a des choses cachées à l'intérieur. Et le monsieur Lamine Diack, il a bien dit, il était temps que ça commence pour que les gens sachent la vérité. Il a bien dit. Voilà, donc il y a une vérité, c'est laquelle la vérité? Vous ne pouvez pas savoir. Oui, mais il a dit qu'il y a des choses à dire. Bien sûr, il a plein de choses à dire. Moi, je pense que... Et c'est le paquet financier qui a reporté, qui a renvoyé le procès. C'est même pas la défense qui a demandé le report. C'est ce paquet financier. C'est le jour de l'audience qu'ils ont eu certains documents. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et quel document? L'audition du fils. Oui. C'est l'audition du fils. Oui, mais tout ça, c'est une mascarade. Exactement. Donc, en fait, ils vont nous balancer c'est encore un dindon de la phase qui est un Africain qu'on met devant pour... Pourquoi c'est nous qui devons accepter de jouer ce mauvais rôle? Non, on n'accepte pas. Il était là à ce moment-là, c'est ça. Voilà, exactement, c'est ça. Il était là, il était au bon endroit. Tu dis que Blatter a joué quel rôle? Non, Blatter, ils sont... Blatter, c'est mieux qu'on le voit Blatter dans sa posture. Parce que là, c'est pas nous. Moi, je pense que c'est pas une question de noir ou de blanc. C'est dommage que à des moments quand ça arrive chez nous, oui, c'est dommage que ça arrive à l'Afrique, mais c'est pas une histoire de blanc ou de noir. Ça aurait pu être un blanc, ça aurait été pareil. Et il y a des blancs dans le dossier qui sont cités dans le dossier. Il n'y a pas que des noirs. Mais quand on est à ce niveau, c'est un truc mondial, donc oui, bien il doit y avoir déjà des endroits. Quand on parle de la Russie, c'est pas un pays africain. Ils ont tous des cadeaux. Vous savez, pour la Coupe du Monde au Qatar, quand Beckenbauer et Rummenigge vont au Qatar, on les arrête à l'aéroport de Munich avec des montres qui ont une valeur de 300 000 € chacune, qui ont reçu comme cadeau, parce qu'ils étaient au Qatar. Donc, dans ce circuit-là... Mais il y a une montre qui revient dans cette histoire d'ailleurs. Oui, mais on interdit ça. Le code d'éthique. Saisi sur la nièce du roi du Maroc, qui a été acheté par le fils de M. Diack à Paris. Le code d'éthique interdit de prendre des cadeaux. Quand tu es fonctionnaire, on ne prend pas des cadeaux. En la Coupe du Monde du Brésil, quand Blatter fait son congrès au Brésil, dans les chambres, on dépose les montres pour chaque président de fédération. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens, les différents présidents, ils ont pris les montres. Mais tu es obligé de renvoyer les montres parce qu'on leur a dit, écoutez, voilà ça, vous êtes en violation. Hein? Je ne sais pas si le Camerounais, à l'époque, le président du comité de Marseille avait remis sa montre, mais tous les pays là... Pourquoi tu es d'accord que les autres, et lui n'a pas remis le sien? Je ne sais pas, je ne sais pas si... Pourquoi tu ne sais pas? Alors que je connais pour les autres. Mais parce que problème, toi. Non, parce qu'on avait dit... Mais parce que la presse s'en est occupée. La presse étrangère. On a approché les présidents des fédérations. Ils avaient dit, non, moi j'ai laissé ma montre. Ils n'ont pas approché le président de l'organisation? Non, mais ici au Cameroun, je n'ai pas entendu parler de la montre. Hein. Alors, pour terminer peut-être sur cette question, coach, on parle de dopage, on parle de politique, on parle de droit marketing. Finalement, le sport de haut niveau, est-ce que c'est possible sans tous ces facteurs-là? Oui, dans les nouvelles technologies, parce qu'ils en ont depuis des années, et ça se passe et puis les gens voient tout ça. Et comme a dit Serge, ça veut dire que fermons nos yeux, laissons que ça passe parce que quelque part je m'en peur et puis ça va. Et ce que nous ne voyons pas ici au Cameroun, c'est que eux voient parce qu'ils ont des machines. Ça veut dire que toute transaction se voit. On voit ça et c'est ça qui fait en sorte que quand ça arrive aujourd'hui, la personne reconnaît. Parce qu'il sait qu'il a été contrôlé. Mais comme tout le monde, tout le monde qui était dans cette chaîne-là mangeait, on ne pouvait pas ne serait-ce que lui dire que bon, maintenant il est affiché. C'est les mêmes gens qui font en sorte qui payent pour qu'on renvoie le procès. Donc c'est quelque chose de, je peux dire, de couvrir la personne
quel qu'en soit, on sait qu'il est en train de partir. Il n'est pas pour 10 ans ou 20 ans encore de rester en vie. Peut-être ça peut arriver, c'est Dieu seul qui sait. Mais j'ai dit, le monde du sport aujourd'hui, spécialement en Afrique, nous devons garder notre dignité et à pouvoir ne serait-ce que faire des choses qui peuvent ne serait-ce que montrer au monde entier que c'est pas parce que nous sommes noirs. Ouais, mais NS, c'est pas impossible. Parce que nous sommes compétents. Ouais. NS. Je vais vous dire, je suis arrivé dans des endroits où j'ai présenté des thèmes. Le blanc a pris sa caméra pour ne serait-ce que prendre tous les mots, tous les gestes que tu fais pour que demain après demain, ils puissent ne serait-ce que faire la même chose. Donc, le secret que nous avons, c'est que nous avons notre mémoire à retenir, mais le blanc a pris cette facilité de filmer pour retenir. Donc, c'est ça le génie du noir. Donc, nous devons mettre ça en considération et en se disant que on peut retenir d'apprendre l'argent, mais le blanc retient à prendre l'information sur des trucs, des nouvelles technologies comme l'informatique et autres. Donc, je dis bien que il faudrait que ça cesse. Il faudrait que nous travaillions vraiment avec l'honnêteté. Ouais, mais quand tu as le pouvoir, tu peux utiliser les gens comme des marionnettes. C'est clair. C'est clair, tu peux utiliser les gens comme des marionnettes. Et c'est ce qu'on fait. Je ne pense pas que quand Blatter remet 2 millions d'euros à Michel Platini, mais c'est entre Platini, Grondogna et lui, c'est-à-dire que le président de la Fédération argentine de football, qui était président de la commission des finances à la FIFA, ce qui ne se passe pas, qui ne devait pas se passer parce que, comme la FIFA a une structure, un organe de management. C'est par là-bas que tout se passe. Mais, curieusement, Michel Platini, consultant de Blatter, a reçu un chèque et comme ça, là, sans passer par la procédure normale. Et on nous dit ça quand? Des années après. Et qui dit ça? C'est un truc. Donc, au moment où nous parlons là, dans ces organisations, on va continuer à tricher, on va continuer à faire de la corruption, on continue, ça ne va pas cesser. Lamine Diack aujourd'hui, bon, c'est pour distraire les gens, mais je dis, il faut mettre un management transparent. Tant qu'il y a transparence. Oui, il n'y a pas, tant qu'il n'y aura pas, il y aura toujours des dessous de table. Et les dessous de table, ça ne va pas manquer. Merci bien. En tout cas, c'est un procès qu'on va évidemment suivre de très près. Voilà l'essentiel de la première partie de cette émission ce soir. Juste après la transition, on parle du coq sportif et on fait également le bilan de la Ligue 1 phase aller. Voilà, deux thématiques majeures donc au menu de cette seconde partie de l'émission. On fera évidemment le bilan de la phase allée du championnat. Le temps pour nous de vous proposer de revenir sur la cérémonie de signature du contrat finalement entre la Fédération camerounaise de football et le coq sportif. C'était vendredi dernier à Yaoundé. Olivier Bouzike. En paraphant ce contrat, la Fédération camerounaise de football et l'équipe Monti français coq sportif officialisent leur collaboration. Les deux structures n'étaient en effet liées depuis 9 mois que par un mémorandum d'entente signé en avril 2019. Sur le retard accusé pour formaliser ce contrat, le directeur marketing de la Griffe explique à la presse. La première année a servi à solutionner les urgences. En toute honnêteté avec vous, c'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés en mars, on a signé en avril, on a livré en juin, on a livré en juin, on a relivré un mois après, on a relivré pour la Coupe du Monde des moins de 17. Ça a été notre préoccupation numéro 1. À partir de maintenant, on va pouvoir écrire un plan plus normal. Le contrat va durer 4 ans. Le corps sportif aura pour mission d'habiller les différentes sélections nationales de football jusqu'en fin 2023. Seulement, aucune information n'a filtré sur le montant de l'enveloppe que la marque versera chaque année à la FECAFOOT. Pour cause. Ce contrat est un bon contrat pour notre institution. Nous avons eu des discussions très âpres, mais qui ont abouti à pour ce que les résultats vraiment importants
Encore une fois, nous sommes pris dans comment dirais-je, les engagements que nous avons pris, la clause de confidentialité ne nous permet pas de dévoiler longtemps, mais je peux vous garantir que nos intérêts ont été vraiment préservés. Le coq sportif succède donc officiellement à la firme allemande Puma. En plus des sélections nationales, la marque française projette de s'investir dans le football local en habillant les clubs du championnat féminin et ceux des playoffs du football jeune. Voilà, c'est vrai que c'est Kamdem, il y a eu une grosse polémique justement autour de ce contrat. Finalement, ça y est, c'est signé. Oui, c'est un happy end, même si les Camerounais restent sur leur soif, parce qu'en réalité, je sais, l'argent étant le nerf de la guerre, tout le monde aurait dit, tout ça a coûté quoi? Oui. Mais j'aimerais toujours qu'on se dise d'où est-ce qu'on vient pour avoir corps sportif aujourd'hui. Surtout pour la fédération qui est en place là. Puma est parti sous la direction de la normalisation. Et donc c'est un exécutif qui arrive dans un univers où les compétitions sont imminentes, mais il n'y a pas d'équipementier. Et il fallait dans tout ce qu'il y avait comme urgence trouver quelqu'un qui devrait accepter sur le coup de faire quelque chose. Et ça a créé beaucoup de grincements dedans parce qu'on a vu parfois des joueurs avec un haut corps sportif, avec un bas Puma. Mais quand on suit bien ce qu'explique le responsable marketing de corps sportif, il fallait aussi qu'ils aient un petit temps pour s'adapter. Puma avait quelques 4 ou 5 sélections qui ont été contraignantes dans le contrat. Ceux-ci en ont près de 11 ou 12. Donc vous comprenez que c'est presque x3 le débit en termes d'équipement. Maintenant, il y aura toujours à dire, parce que la perfection, c'est pas de ce monde, mais pour un exécutif qui s'installait à peine, j'ai dit qu'il fallait trouver un équipementier et ils sont battus comme ils ont pu. Maintenant, les contours, tout ça, on aura le temps de comprendre. On aura le temps de comprendre, surtout que le président quand même de la fédération, on s'en souvient, Serge Pensi, avait promis de donner tous les détails nécessaires au moment venu. Et forcément, c'est ce que la presse attendait vendredi dernier. On sait que le contrat, c'est pour 4 ans jusqu'en 2023. On sait aussi que la marque française, comme le rappelait Serge Kamdem, outre les sélections nationales, va aussi habiller les clubs du championnat du foot féminin et ceux des playoffs du foot jeune. Mais c'est le clair obscur sur l'aspect financier. Vous voulez que moi je fasse la sorcellerie? Peut-être. Non, je ne suis pas sorcier. Je crois que on est habitué à se moquer de nous. Franchement, des mots sont faits pour être utilisés. Parce que... Tu as déjà utilisé ça? Oui, moi, c'est fait pour être utilisé. On se moque de nous. Parce que c'est quand même quoi, moi, je l'admire trop. Parce qu'il a le talent de toujours bien habiller les choses. Mais c'est quand même important de rappeler le contexte dans lequel... Quel contexte? Mais quel contexte? Quel contexte? Le Cameroun, moi, je te regarde. Le Cameroun, quand le nouvel exécutif vient, le Cameroun est quoi? Il est champion d'Afrique. Ouais. Alors, on parle de quoi? On parle d'un Cameroun qui est dernier d'Afrique, qui n'a rien. On parle d'un Camerounais, du Cameroun qui est champion d'Afrique. Donc, quand je viens avec ma carte de visite, je dis, Monsieur Mabouka, je suis champion d'Afrique. C'est moi le champion d'Afrique. C'est comme ça. Donc, tu as quelque chose à présenter. Donc, en marketing, c'est ça. Tu sais pourquoi je suis pris, Serge? Non, écoute-moi. Non, pourquoi dis-moi? Je suis parce que le champion dont tu parles, oui, c'est un champion que tout le monde a nargué. Non, ça n'intéresse pas. Ce titre-là, ça n'intéresse pas les ça intéresse les gens. Non, ça n'intéresse pas les annonceurs. S'il te plaît. Vas-y d'ailleurs. S'il te plaît. Vas-y, excuse-moi. Ça n'intéresse pas les annonceurs. C'est que les gens retiennent, c'est ce but d'Aboubacar Vincent qui tue l'Égypte. C'est ça que les gens retiennent. Pour la CAN, oui, mais ça que les gens retiennent. Et qu'il enlève son maillot, il est en Puma. C'est ça que les gens retiennent. Les histoires que les joueurs ne sont pas bons et tout ça là. Non, c'est toi et moi. Parce qu'on après. Oui, mais j'ai dit, c'est ça que le Cameroun est champion d'Afrique. Donc, dis-moi que l'exécutif qui vient en place n'est pas conscient de ce qu'ils ont comme armes pour aller négocier. Il n'est pas conscient. Il n'arrive pas après la CAN 2017 directement. Non, mais papa n'arrive pas. Non. Mais la carte de visite n'avait pas encore changé. Non, donc quand tu... Non, mais attends. Non, mais attends. Attends. Donc le Cameroun a une certaine valeur. Ils n'ont pas bien négocié. Parce que même avec Puma, on pouvait continuer.
Moi, je ne pense pas. Aujourd'hui, on ne vous dit pas. Parce que pourquoi on a peur de nous donner les chiffres du corps sportif? Clause de confidentialité. Non, moi, c'est des conneries. Si moi, je fais un contrat avec Ninga aujourd'hui, alors que j'avais un contrat avec Serge Kandenkouan, et que le contrat avec Ninga est juteux et tout ça là, mais moi, je vais me vanter de dire qu'aujourd'hui, j'ai un contrat avec Ninga qui me donne tel montant, qui me fait ceci, qui me fait ceci. On nous raconte qu'ils vont habiller le championnat féminin. Au championnat féminin, peut-être, oui, il y a combien de clubs là et tout ça là. On va les playoffs des jeunes. Pourquoi on parle les playoffs des jeunes qui vont se jouer quand? Vous avez entendu parler des playoffs des jeunes? On nous distrait un peu. On nous trompe, comme d'habitude. Donc, c'est un mauvais contrat. Non, je ne dis pas que c'est un mauvais contrat. Mais les chiffres, on a peur de donner les chiffres. Parce que les chiffres ne sont pas bons. Il faut dire aux Camerounais, ils ne sont pas bons. Les chiffres ne sont pas bons. Si les chiffres étaient bons, attendez, c'est normal. Moi, je te donne un exemple très simple. J'ai fait le contrat, j'étais avec Serge Kandenkouan. J'ai fait un contrat avec Serge Kandenkouan. Vous connaissez tous les montants. Les montants sont connus. Maintenant, j'ai dit, je ne reste pas avec toi. Je ne renégocie même pas avec toi. Je vais aller avec Ninga. Mais chez Ninga, je cache les montants. Je ne parle pas. Mais tu savais pourquoi? Parce que Ninga ne me propose pas ce que toi tu me proposais. Parce que si moi j'avais... Non, je voulais expliquer. C'est un peu logique, mais je pense que... Non, mais il y a un détail qu'il faut quand même clarifier rapidement. Rapidement, Serge Kandem et puis Raoul. Qui veut se départir de Puma? Qui? C'est Puma qui font après des propositions au rabais. Des propositions au rabais? Oui, il faut le dire. Oui. Et quand ils font proposer au rabais, ça veut dire qu'ils font du chantage. Tu sais pourquoi ils font des propositions au rabais? Non, je dis Serge, je veux rectifier ça rapidement. Je vais te dire pourquoi. Attends, non, un dernier mot. Tu sais pourquoi ils font des propositions au rabais? Je ne sais pas, mais tu es champion d'Afrique comme tu as dit. Mais parce qu'on a des bras cassés qui dirigent le football. Non. Laisse-moi parler. Non. Parce que attends, laisse-moi parler. Un dernier mot. Quand on gagne la Coupe d'Afrique des Nations, c'était le moment de négocier avec Puma. Oui, c'était le moment. Quand tu es fort, oui, c'était le moment de dire à Puma, attends, s'il te plaît, c'était le moment de dire à Puma, on est champion d'Afrique. Voilà, on veut prolonger le contrat avec vous. À ce moment-là, on aurait négocié un bon truc avec Puma. Qui devait négocier? Parce qu'on était à un an. On était à un an. C'est à ce moment-là qu'on devait négocier. Mais comme on n'a pas de bons dirigeants... Il n'y avait pas de dirigeants d'ailleurs. Non, on n'a pas de bons dirigeants. À ce moment-là. Il y avait pas. La normalisation pouvait le faire. Mais il peut qu'ils comprennent ce qui se passe. Mais non, ils ne comprennent pas comment. C'est ça qu'il dit qu'on n'a pas de bons dirigeants. Non, je t'ai dit. Il fallait peut-être aussi voir le contexte. Raoul Ninga, peut-être un mot sur... Moi, je pense que c'est un peu plus complexe que ce que mon ami Serge pense. Parce que je connais un petit peu le dossier. Et moi, je tiens à féliciter le président Seydou Mbombo-Djoya et le vice-président Alim Konaté pour le travail qu'ils ont fait à trouver un équipementier au Lions Indomptables. Tu penses qu'ils sont battus pour trouver un équipementier? Alors, je connais très bien le contexte, je sais de quoi je parle. Voilà. Donc, je tiens à féliciter ces deux personnes parce que, croyez-moi, c'est pas facile de trouver un équipementier. Par contre, surtout avec le temps qui était imparti. Voilà. C'était pas facile. Ils ont réussi à trouver au moins le coq sportif. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Donc, je tiens à féliciter ces deux personnages. Alors, moi, je pense que l'Afrique gagnerait à se réveiller parce que, comme dit mon ami Serge, nous étions champions d'Afrique. Le Cameroun pouvait penser, si on avait des gens assez aguerris pour penser l'organisation du football et le marketing du football, le Cameroun peut créer sa marque. La fédération peut créer sa marque. On peut créer notre marque. Pourquoi on pense toujours qu'il faut aller vers les Blancs pour qu'ils nous donnent une enveloppe? On peut créer notre marque et faire beaucoup plus d'argent. Réfléchissons là-dessus. On peut créer notre marque. Les Lions Indomptables étaient champions d'Afrique. Ils étaient. Là, hein. Non, je me contredis pas. Parce que là, tu dis que tu félicites d'avoir. Oui, parce que dans un temps court, ils ont réussi à avoir un équipementier. Dans un temps très court. Ils pourraient créer la marque, non? Ah non, pas en un temps court. C'est impossible. Tu ne peux pas créer la marque en un temps court. Il peut décider et avoir les équipements pendant ce temps. Il peut décider d'aller créer, de dire à partir d'aujourd'hui. Attends. Ah non. J'ai dit non, s'il te plaît. Serge Pensy voit les bras cassés. Tu donnes une solution. Oui. Tu dis
on peut, avec la carte de visite qu'on a, on peut créer une marque. Bien sûr. Oui, mais en même temps, tu me dis que quelqu'un qui allait chercher un équipementier, qu'il a eu, tu le félicites, alors que là, tu donnes la bonne solution. La solution, c'est quoi? Mais oui, la solution, moi je suis pour la deuxième solution. Aller chercher, faire notre marque et dire que... Pendant qu'on était champion d'Afrique, Puma nous a répugnés. Pendant qu'on était champion d'Afrique. Non, c'est parce que... En paraphant ce contrat, la fédération... C'est parce qu'on n'a pas su gérer. Mon ami, quand on est champion d'Afrique, les maillots se vendent, la visibilité et tout ça là. C'est là au moment là d'appuyer sur le bouton de dire à Puma, écoutez, nous on veut prolonger, on est d'accord de prolonger avec vous. On est à 1 an de truc, on veut prolonger. Mais parce que à ce moment là, il y a d'autres gens qui vont aussi demander. Parce que tout le monde est au courant du contrat. On sait que le Cameroun, dans 1 an, le contrat sera arrivé à terme. Il y a des demandes. Tu sais ça toi-même qu'il y a Nike qui a demandé. C'est pas vrai du tout. Non, c'est pas vrai du tout. Oui. Le Cameroun, même pour rien, aurait pris Nike. Même pour rien. Oui. Voilà, je crois que c'est fini. Non, mais c'est pas vrai. Non. Moi, je connais la réalité. Je connais aussi la réalité. Je connais très très bien. Non, je t'ai dit. Tu ne connais pas. Non, je ne dis pas que je ne connais pas. Je connais. Je peux te donner. La solution aujourd'hui, Raoul, c'est que le Cameroun devrait penser à créer sa propre marque. L'Afrique en général, le Cameroun en particulier. Le Cameroun, c'est quand même une nation qui a écrit les plus belles pages du football dans le monde. Je pense qu'on peut penser à créer notre marque et notre marque va bien se vendre. On fera plus de profit. Plus de profit qu'en allant commander, c'est le cas de le dire, en allant commander une enveloppe, quelle qu'elle soit, chez les Blancs. Ça, c'est une réflexion qui se fera dans un futur, parce que je vais te dire, le problème chez nous, dans l'urgence, ce n'est pas de comment on va vendre en fabriquant la marque, c'est comment on fait pour avoir ce qu'il faut là pour aller travailler. Et vous comprenez, dans le contexte camerounais, par rapport à la mentalité, ce que tu dis peut se faire, mais dans la logique de l'urgence, c'est pas évident d'après moi. Ça, c'est des chantiers qu'il faut concevoir sur de moyen terme. C'est très simple. Vas-y, excuse-moi. Serge, je veux dire quoi? Pour une exécutive qui arrive et qui a des compétitions devant elle, si elle veut s'asseoir pour concevoir la marque à ce moment-là, elle n'aura jamais l'argent et les équipements pour travailler. Ah non, elle aura. Je dis sur le champ, elle n'aura pas. Parce que ce que tu dis... Elle va faire comment? Puisque le temps de faire cette marque, que les gens l'acceptent avant de commencer à acheter, où est-ce qu'elle va prendre? Mais pourquoi les gens sont obligés d'accepter puisque nous avons une étiquette qui est vendable? Laquelle? Lion indomptable, champion d'Afrique. Tu as vu ce qui se vend plusieurs fois champion d'Afrique. C'est ce qui se vend dans les marchés chez nous. Qu'est-ce qui se vend? Ça, le label Lion, mais personne ne sait où c'est fabriqué. Alors justement, qui c'est qui gagne l'argent? Qui gagne? Qui c'est qui gagne l'argent? Ça fait comment pour être là? C'est le fabricant qui gagne l'argent. Ce n'est ni Puma ni la fédération. C'est pour te dire que le problème. Ce n'est ni Puma ni la fédération. C'est pour te dire que le problème, la contrefaçon, avant d'arriver à fabriquer ta marque, il faut être sûr que tu as neutralisé le réseau de distribution. Alors moi j'ai la solution à la contrefaçon. Non, avant d'avoir la solution, c'est pas un problème seulement de la fédération à ce moment-là. C'est un problème avec l'État. Parce que la contrefaçon, c'est pas une affaire seulement de la fédération. Tu sais pourquoi il y a la contrefaçon, Serge? Parce que le maillot que l'équipementier vend, le maillot original que l'équipementier vend, coûte super cher. Du coup, les trafiquants font le même maillot avec des matériaux différents et qu'ils vendent moins cher. Alors, si la fédération a sa marque et qu'elle vend de cette marque au prix du moins cher, tout le monde va acheter la marque de la fédération. Ah si. Tout le monde va acheter la marque de la fédération. Je voulais rebondir exactement, Makeda. Je vous dis pourquoi pas encore. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce que pour moi, c'est une multinationale qui a besoin de faire beaucoup de profit. La fédération, elle n'a pas besoin de trop de profit. Pas encore, parce que chez nous, même quand vous avez vendu moins cher, si vous n'êtes peut-être pas sûr que personne d'autre ne peut vendre le même produit, ou bien vendre moins cher que vous, alors que la matière est même inférieure à la vôtre, vous en sortez pas. Parce que regardez tout ce qui se vend sur notre marché, ça vient d'où? Vous vendez, les gens ont des choses chez nous de 4e qualité. Ça veut dire que vous montrez un téléphone comme ça, le gars vous montre le même téléphone à des générations moindres. Moi, je peux te vendre les équipements de très bonne qualité au prix de la contrefaçon. Tu as résolu un problème pour celui qui veut acheter dans une boutique. S'il te plaît, un mot. Rapidement, Serge Pensy, et puis le coach va réagir là-dessus. Tu as mis le doigt où il faut le mettre. Quel droit? Mais moi, je dis... Le doigt où? Tu as dit que la contrefaçon,
mais on peut traiter la contrefaçon, c'est rien du tout. Bien sûr. C'est rien du tout. Et moi, je ne suis pas d'accord. Sur le deuxième point, je ne suis pas d'accord qu'on aille demander à Coq Sportif de nous donner. En tout cas, on peut donner 5 milliards. Non, ils ne peuvent pas. Ils vont donner 2 milliards. Et 2 milliards, c'est insuffisant pour développer le football camerounais. Donc, on doit réfléchir. On doit réfléchir que d'aller, comme il a dit, commander. Parce que là, franchement, on joue. Pendant qu'on travaille Coq Sportif, on peut réfléchir là-dessus. Non, c'est peut-être la solution. C'est rien du tout. Il faut creuser ça, cette piste. Non, coach, la solution pour moi, Serge m'a dit quelque chose de très pertinent. Et puis, Ninga aussi. Je crois que c'est pouvoir ne serait-ce qu'avoir des gens qui peuvent travailler d'abord par rapport à ce projet, qu'ils ont une durée très longue, parce que vous ne pouvez pas voter l'exécutif pour 4 ans. Il faudrait qu'il y ait des travailleurs dedans, ceux qui pensent que le Cameroun peut mettre son propre style de maillot, label, qui vont créer. Le Coq Sportif est là jusqu'en 2023. Donc je dis maintenant le Coq Sportif, après pour moi, l'exécutif qui est là maintenant peut ne serait-ce que prendre ce que nous sommes en train de dire sur STV et mettre ça en vigueur, mettre les gens au travail là-dessus. Et donc moi je crois que Coq Sportif est là aujourd'hui. Disons que c'est quelque chose qui est important parce qu'au moment où à quelques semaines qu'on devait commencer les compétitions, c'est là où ils avaient accepté de nous donner des équipements pour évoluer dans ces compétitions-là. Donc je crois qu'aujourd'hui, si le contrat est signé, nous devons dire bravo. Le contrat est signé. Non, le contrat est signé. Nous devons dire bravo à la Fédération camerounaise de football et ceux qui ont... Moi, je ne dis pas bravo, je suis d'accord. Je ne dis pas bravo. Et je fais un dernier mot. Je ne dis pas bravo, pourquoi? Parce que tu sais quoi? C'est l'homme qui décide. Si on voulait avoir notre maillot, on décide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on va avoir notre maillot. Et on sait là où on fabrique les maillots. On sait là où on fabrique les maillots. Tu as dit qu'il faut penser. Oui, mais on sait, oui. On sait. Mais penser ne va pas te prendre un mois pour un maillot. Jamais. Donc, non. Ça ne prend pas un mois, non, ça ne se prend pas beaucoup de temps. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, on va attendre 4 ans. Non, il faudrait qu'il y ait des hommes. Même si on pense maintenant, même si on conçoit le modèle maintenant. Il faudrait qu'il y ait des hommes. Non, c'est pas compliqué. Qui travaillent dans le Cameroun a tout ce qu'il faut. Attends, s'il te plaît. Le Cameroun a tout. On a ce qu'il faut. Est-ce que vous voulez débattre de la fabrication du maillot maintenant? Merci. Non, on dit seulement que le Cameroun allait acheter des maillots. Parce qu'un Coq Sportif dans les maillots au Cameroun, c'est comme si... S'il te plaît, écoute-moi. Je dis que quand le Cameroun joue avec Coq Sportif, c'est comme si tu vas acheter des maillots dans une boutique. Donc, actuellement, à ce moment-là, on n'avait pas de contrat avec Coq Sportif. On aurait pu porter n'importe quoi. Oui. Voilà. Donc, en portant n'importe quoi, là, on pourrait dire que voilà notre maillot. Voilà, c'est ce que Ninga dit. Voilà notre maillot. Et on décide. Et 6 mois après, on vient signer un contrat avec Coq Sportif. C'est une perte, parce qu'on a perdu du temps pour rien. Pour rien du tout. On aurait pu décider que le label des Lions aujourd'hui, c'est le lion là. Le lion. Et on décide que le maillot des Lions, c'est le lion. Et on veut fabriquer au Pakistan, en Chine, n'importe où, en Afrique du Sud, même au Cameroun. Le plus important, c'est le matériel. Oui. C'est une réflexion qui est lancée. C'est une réflexion qu'on a. Oui, mais une réflexion. Mais vous pensez qu'on est plus intelligent que ces gens? Le problème, c'est qu'il faudrait que les Africains arrêtent de penser que les Blancs vont nous donner une enveloppe pour accompagner les équipements. Voilà, exactement. Il faut qu'on nous dise on peut créer et gagner beaucoup plus. On nous dit qu'on va donner des maillots aux femmes, tout ça. On avance dans cette émission et puis on va donc s'intéresser pour terminer au championnat national de football de Ligue 1. Ça s'est achevé le week-end dernier à l'occasion de la 17e journée de ce championnat. Donc l'heure est donc au bilan logiquement, surtout que pour cette saison, c'est le comité technique transitoire de la FECAFOOT qui l'a organisé en lieu et place de la Ligue de football professionnel du Cameroun suspendue. Serge Kamdem-Kwam, quelle analyse est-ce qu'on peut faire justement de cette première phase du championnat sur le plan organisationnel par exemple? Le bilan va être mitigé parce qu'on est parti d'une ligue de football professionnelle pour un comité technique transitoire dans des conditions que tous connaissons un peu tendues. Maintenant, il y a une volonté de la fédération de reconcevoir le foot professionnel, mais
On sait tous que le foot professionnel était greffé sur l'État. L'État dans ce sens que la fédération apportait le support au niveau de l'organisation des compétitions, mais c'est l'État qui, à travers la primature, versait 350 millions pour le fonctionnement de la LFPC à l'époque et 560 millions comme contribution pour les salaires des joueurs. Donc ça fait une bagatelle somme de 910 millions qui venaient de francs CFA, parce que de francs CFA. Voilà, c'est clair. 910 millions de francs CFA qui venaient comme ça grossir la cagnotte des clubs qui, malgré tout cela, quand même rasaient toujours les murs. Donc la fédération, à travers son comité technique transitoire, envisageait avec la FIFA un léger mieux qui devrait s'opérer dès décembre, mais ça a été retardé. On projette peut-être maintenant pour janvier ou quoi, on ne sait pas trop. Une phase aller qui s'est jouée dans des conditions difficiles pour les clubs, seulement parce que d'abord il y a les délocalisations comme on a parlé. L'organisation du CHAN et de l'Afrique des Nations 2021 amène beaucoup de clubs, surtout ceux de la ville de Douala par exemple, à jouer en délocalisation, ce qui crée des frais supplémentaires. On a un manque de rentrée financière parce que nos matchs, contrairement à ce qui se passait même avant, pour rien ne sont plus forcément télévisés. Donc il n'y a pas de plus-value. Les recettes, tout ça, c'est nul. Donc les présidents de clubs fonctionnent avec le mécénat, un peu de racolage et tout ça. C'est qu'on jongle, on jongle. Bon oui, s'il faut dire ça comme au quartier, on jongle. Donc ils ont pu tenir jusqu'à la fin de la phase aller. Et nous savons tous qu'ils veulent avoir une bouffée d'oxygène avant de pouvoir démarrer la phase retour. Bon, maintenant, chacun peut en faire un jugement, mais ont-ils tort ou ont-ils raison? Maintenant, il faut se poser la bonne question. Est-ce que la fédération est en train de vouloir faire quelque chose de supplémentaire pour que la chose change? Mais je pense que la main tendue est faite à l'État qui, dans ses promesses, a pris des engagements et nous pensons que pour éviter un blocage, il faille réfléchir à nouveau, même sur la convention. Est-ce qu'il faut la garder ou bien l'État va continuer à donner cette subside-là ou bien faut-il vraiment arrêter et dire au club vous battez? Donc il faut revoir dans quel cadre cette collaboration va continuer. Au lieu de faire un professionnalisme au rabais, il vaudrait mieux dire aux gens il n'y a rien et qu'on ne fixe pas des salaires de base qui seront payés par personne. Parce que j'avoue que du temps des coachs qu'on a ici, un président voyait un footballeur, s'arrangeait avec lui comme il pouvait par rapport à la bourse qu'il avait et il s'accordait pour qu'il joue. Et le joueur savait que je joue, ce que j'ai eu comme accord avec mon président. Malheureusement, aujourd'hui, on a fixé des minima. C'est-à-dire, vous avez un joueur, un effectif de 50 joueurs, en Ligue 1, on vous dit, tous vont avoir minimum 100 000. Oui. Donc, vous voyez que ça fait 5 millions de masse salariale mensuelle minimum. Or, ce club n'a pas eu rentrée d'1 million de francs par mois. Comment il fera? Donc, déjà, on n'a pas mis un moyen pour l'amener à limiter l'effectif qu'il a. Chacun s'est dit, je veux les jouer. Et en milieu de saison, ils veulent couper tout, diviser l'effectif en deux. Pour réduire la masse, réduire tout, mais ça fait un désordre. Donc nous devons travailler pour que les gens soient efficaces. Les infrastructures nous manquaient, ils sont en chantier. Maintenant, il y a la formation des formateurs qu'on va dire et tout ça, mais au moins, ceux qui sont là se battent avec les moyens qu'ils ont pour travailler. Et au lieu d'avoir une élite pléthorique avec 18 clubs ou quoi, je crois que la fédération, elle, à son tour, est en train de réfléchir sur comment ramener ça à 16-14, comme la FIFA l'avait conseillé en 2010. Parce qu'il est important de se dire que plus l'élite sera réduite en termes de nombre de clubs, plus on aura quand même la crème dans la médiocrité dans laquelle peut-être les gens exercent, qui vont y jouer, et on aura encore plus les meilleurs qu'on pourra tirer. La curiosité, c'est qu'un joueur chez nous, dans la situation précaire, à peine à essayer d'émerger. Il n'est pas stable, donc l'effectif chaque fois est en mouvement. Et c'est quand il est parti qu'on le sélectionne en équipe nationale chez nous. Donc en fait, c'est comme si on encourageait une exode massive de nos footballeurs. Mais parce qu'il a les moyens. Non, il a les moyens pour entrer à l'équipe nationale. Ok, parce que ces intermédiaires interviennent, tu veux dire. En tout cas, Raoul est là. Vous savez, là, il y a un scandale là tous les jours. Faites comme si vous ne l'entendez pas. Les joueurs qui appellent les sélectionneurs pour donner de l'argent. Vous faites comme si vous n'aviez jamais entendu ça. Serge. Ah, vous faites comme si vous n'avez jamais entendu ça. Serge. Oui. Ceux qui le déclarent. Oui. C'est leur problème. Je ne sais pas que c'est leur problème. Il faut maintenant, à côté de la déclaration, tu peux aller te plaindre sans avoir les éléments. Ah oui. Ça, c'est clair. Et maintenant, on ne peut pas aller parce que quelqu'un a dit, commencé à dire, il a dit, on fait comment? Ce que nous voulons faire comme constat, c'est qu'on ne peut pas avoir une équipe nationale, par exemple, qui est forte seulement sur des joueurs étrangers. Autant les gens travaillent localement ici, autant même pour encourager ces joueurs à comprendre que la difficulté, tout le monde
partage avec eux. Tout à l'heure, vous parliez d'avoir des championnats locaux qui soient forts. Ouais. Ils peuvent pas être forts quand tous nos joueurs, pour être sélectionnés en équipe nationale, doivent aller à l'extérieur. Oui, mais donc nous devons, à travers même le CHAN qu'on organise chez nous, à travers une organisation parfaite, commencer à dire sur 23 joueurs chaque fois qu'on a un match, parce que les 23 ne joueront jamais, qu'il y ait un quota qui soit réservé aux joueurs locaux. Mais tu vas mettre le quota, tu ne peux pas mettre le quota. On peut mettre un quota. Quand tu sais que tu as quand même des joueurs locaux que tu peux aligner, mais tu as des joueurs locaux qui ne peuvent pas te... Tu sais que les Africains sont en train de jouer actuellement. Oui. Hein? Tu as une équipe qui ne peut pas faire 3 passes. Non, alors, qui ne sait pas se repositionner. Quand je prends un joueur, quand le joueur part de chez nous, il arrive à un club étranger, il s'est fait 3 passes directement. Quel club étranger? Quand ils vont jouer au Bangladesh, là? C'est seulement au Bangladesh qu'ils vont. Mais attends, ils vont où? Le petit Ganogo qui est parti d'ici à Brasserie, il est où? Mais tu parles des brasseries. Ah non, mais il est où? Mais attends, je vais te dire. Ça veut dire que nous avons quand même des joueurs comme ça qui ont des fondamentaux. Ganogo n'a pas joué au Cameroun. Non, dit qu'il n'a pas joué. Il a joué à SABC. Oui, mais SABC. Il est parti de là pour jouer directement dans un club professionnel. Non, il n'est jamais parti d'ici pour jouer directement dans un club professionnel. C'est pas vrai. S'il vous plaît. Il ne faut pas dire n'importe quoi aux téléspectateurs. Ganogo est parti d'ici. Il a fait une post-formation. Voilà, exactement. Combien de temps? Pas dans un club professionnel, c'est pas un club professionnel. J'ai dit ceci. Il faut dissocier les choses. Tu peux interpréter ça comme tu dis, parce que c'est ton domaine de compétence. Mais j'ai dit pour celui qui est ici. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Pour celui qui est ici, Ganogo est parti du Cameroun directement pour un club là-bas. Mais pas un club professionnel. Peut-être deux choses différentes. Peut-être pas un club professionnel, mais il est parti directement. Et il y en a qui partent d'ici, ils arrivent là le lendemain, les convoient en sélection. Oui, même dans les clubs africains ici. Oui, mais pour dire quoi? Moi, je pense que le faisons. Non, Serge, comment on le fait, n'est pas un truc qui m'intéresse. Le fait de le faire, c'est tuer l'envie pour ces jeunes qui sont sur place de rester. Ça veut dire que le joueur s'est dit, dans mon esprit, pour que je puisse évoluer, je dois partir. Or, quand nous mettons ça dans la tête des joueurs, ce qui se passe malheureusement, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas avoir un effectif constant dans une équipe. Ça veut dire qu'un entraîneur comme ça prend des gamins en main, il est en train de peaufiner la stratégie de masse et tout ça, de groupe, l'hégémonie et tout ça entre eux. À peine tu as commencé à taper et qu'un recruteur t'a vu, tu vas même ailleurs mentir que tu n'es même pas sous contrat. Parce qu'il faut partir. Et c'est la famille qui est derrière toi pour dire libérez-le, libérez-le. Je pense que tu es aussi sec, non? Tu es aussi sec. Tu n'es pas aussi sec? Non. Oui, mais comme ancien membre du CISEC, moi, tu devais quand même dire que dans les conditions là, les conditions que tu as citées tout à l'heure, la convention avec l'État, les 560 millions, et tout ça là, il faut dire aux Camerounais que c'est des pinos. Ça ne peut pas développer, ça ne peut pas dire à jouer. Impossible. Oui, ça ce n'est pas à l'État de donner l'argent au football. Non, l'État peut même donner. Non, l'État peut même donner, mais il faut donner comme ça va servir. Non, l'État peut donner. L'État peut donner. Pas l'État donne. Non, l'État donne. L'État donne. Ailleurs, le football, c'est la plus grosse industrie au monde. Le football seul fait son argent. Non, il ne fait pas seul. Parce que les gens qui dirigent votre football ne le connaissent pas. Ceux qui connaissent le football, vous les mettez de côté. Ceux qui dirigent, c'est qui? Ceux qui dirigent votre football depuis toujours, ils ne connaissent pas le football. Tu parles de qui là-bas? Le football, c'est la plus grosse industrie au monde. C'est le football qui fait l'argent. C'est le football qui fait l'argent. C'est pas l'État de donner l'argent. Mais c'est incroyable. Il n'y a qu'au Cameroun, j'attends ce genre d'animaux. On reste sur le plan technique, Serge. On va poser la question quand même au coach Ernest Mabouka qui suit de très près ce championnat depuis le coup d'envoi en octobre 2019. Alors, coach, la phase aller est terminée de manière globale. 17 journées. 17 journées. Oui. Voilà, la phase aller est terminée de manière globale. Quelle est l'analyse que vous faites? Très satisfaisant pour certains, très médiocre pour d'autres grandes équipes. Vous voyez, on dit il faut savoir ménager ta monture. Le problème qui mine le football camerounais actuellement, ce n'est pas le CTT, plutôt les clubs. Pourquoi je dis les clubs? C'est parce que aucune équipe n'a une vision. Ça veut dire qu'on est là, on recrute les gamins, il faudrait qu'on essaie de jouer. On essaie de jouer pour gagner quelque chose. On a toujours dans l'espoir de pouvoir dire aux joueurs que nous aimerions que vous gagnez quelque chose. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui sont au haut niveau, c'est la première équipe qui est Coton Sport de Garoua, a su ménager sa monture. C'est pour ça qu'il se retrouve là. Nous avons parlé tout à l'heure, on faisait le commentaire de Barcelone qui gagne toujours et Paris qui va gagner. C'est parce que Paris a les moyens. Coton Sport a les moyens à pouvoir être au top niveau. Et c'est Coton Sport se retrouve parmi les 23 meilleurs clubs en Afrique. C'est pas pour rien. Maintenant,
On dit souvent que la vraie charité commence par soi-même. Pourquoi ces clubs camerounais n'ont pas copié l'image que Coton est en train de vouloir... L'image, parce qu'ils ont... Mais tu sais comment Coton a ces moyens-là? Non, mais c'est facile aussi pour d'autres clubs. Mais vous savez, le président de Coton, le président de Coton, il est en prison aujourd'hui. À cause de cette histoire-là. Comment il a développé Coton? Mais c'est ça que tu dis. Je crois que... Abus de biens sociaux et quoi, il est en prison aujourd'hui. Je crois que... Mais c'est ça. Je crois que pour développer le football... Il a développé, il est en prison. Non, pour développer le football dans un pays, je crois qu'on demandera à Moïse, là je le cite aujourd'hui, il est là au Cameroun, on lui demandera aujourd'hui où tu prends ton argent pour... Katumbi pour Kipi Mazembe. Oui, il est en train de dire qu'il va construire un stade digne de ses noms. Dans la nouvelle technologie. Mais Katumbi, on lui a donné une région pour exploiter le diamant. Nos dirigeants du football en retour, il développe le football. Je dis, le niveau où on se retrouve maintenant... Le Cameroun devrait exploiter ses enfants qui ont une sacrée expérience dans le football. Moi, je voudrais développer le football. Ben oui, les idées que j'ai, tu ne peux pas imaginer. Il y en a plein qui en ont. Il nous reste moins de 10 minutes. Il faut les exploiter. Est-ce qu'on l'écoute? Je voudrais dire quelque chose. C'est que ce que nous vivons aujourd'hui, le travail de quelqu'un qui est arrivé au moment où il fallait un directeur technique dans notre fédération. On n'avait pas. On avait les gens qui étaient là, qui ont été déboutés. Aujourd'hui, Serge Noah est là. Il est arrivé, il a fait un travail au début de saison qui est en train de payer. La conception, la manière dont les entraîneurs entraînent les clubs aujourd'hui n'est plus la même chose que d'autres faisaient avant. Ils sont devenus plus intelligents. Non, c'est un entraîneur qui est en train de parler. Tu vas écouter ça. Il est dans ce que les Ivoiriens appellent la talakou. Non, il est dans la talakou. Il sait de quoi il parle. Serge nous a changé quoi? Je le dis tout le temps. On fait plus de passes. Ce n'est pas la première fois que je parle de Serge Noah. Vous avez noté un changement au niveau du travail. De cette phase allée. Oui, de cette phase allée. Du championnat. Au niveau des entraîneurs. C'est ça qui a fait en sorte qu'on se retrouve au même niveau que le championnat sud-africain. La première équipe du championnat camerounais, à 17 journées, a presque les mêmes points comme le club. Mais c'est le même niveau du championnat. Non, même si ce n'est pas le même niveau, on voit quand même que nous sommes presque au même niveau. Nous sommes à la phase de poule de Champions League. Avant, ce n'était pas ça. Je dis qu'avant, ce n'était pas ça. Ça veut dire que sur le plan de travail que la direction technique actuelle est en train d'abattre, il faudra qu'on essayons de dire quelque chose. Au niveau de l'amélioration des séances d'entraînement, les entraîneurs ont progressé, ils sont en train de faire un travail. Et je dis bien qu'il faudrait que ça se reproduit aussi dans le football amateur. Qu'on ait ces clubs-là qui vont changer, qu'on ait des joueurs comme la Ligue 16, je ne me sens pas en sécurité. D'accord, alors la phase allée s'est achevée le dimanche avec les déclarations du coach Ernest Mapouka. Je vous en prie. Mais pourquoi tu ne me sens pas en sécurité? Parce que, le directeur technique n'est pas... Après la 17e journée, ce n'est pas le débat sur la DTN. Le directeur technique n'est pas pour les clubs professionnels. Il est pour le football amateur. Il ne me sent pas en sécurité avec ça. Et le champion honorifique de la phase allée de ce championnat avec 35 points, 6 points d'avance sur son dauphin PWG de Bamenda. Et Colombe qui boucle dans le top 3 de tête. Léon Boyomo de PWG termine cette phase allée comme meilleur buteur avec 10 réalisations. Et c'est d'ailleurs PWG qui termine aussi cette première partie du championnat avec la meilleure attaque de Ligue 1 avec 30 buts marqués en 17 matchs. Meilleure défense, Pantene Djundé, 9 buts encaissés. A contrario, la Défense et Edin Sport de la Leki avec 23 buts encaissés. Ce sont quelques statistiques quand même données par notre confrère allégé Tientieux. Raoul Ninga, quelle analyse globale vous pouvez faire quand même de ces chiffres? Lesquels chiffres? Je suis désolé. Avec un Coton Sport qui est champion, 35 points, 6 points d'avance sur son dauphin PWG Bamenda, meilleur buteur Boyomo avec 10 réalisations après cette phase. Je pense que la qualité du football camerounais est en baisse. Moi, je suis de ceux qui pensent que le football camerounais régresse d'année en année. Donc les chiffres, il faut juger le championnat par rapport aux autres championnats. Notamment, il y a un baromètre, c'est les compétitions africaines.
Est-ce qu'on a encore des clubs en compétition africaine? C'est là où il faut juger le championnat. C'est pas en jouant Coton Sport contre, je sais pas quoi, Arena. Non, le football, c'est pas ça. Moi, je pense que on a accepté d'être professionnel. Il faut faire du professionnalisme. Et pour faire du professionnalisme, il faut que les dirigeants eux-mêmes soient déjà professionnels. Voilà. Si les dirigeants ne sont pas professionnels et qu'ils ne savent même pas c'est quoi le professionnalisme, comment est-ce qu'on peut avancer? Alors, vous avez quand même été ancien joueur de l'Union de Douala. On n'était pas professionnel à cette époque, mais c'était mieux organisé. Est avant-dernière au classement. C'est une position, vous, qui vous choque peut-être Bien sûr que ça me choque, c'est un club de cœur. L'Union, c'est... Moi, je suis un natif de Douala, et quand tous les natifs de Douala rêvaient de jouer pour l'élite, le club élite de Douala qui est l'Union, j'ai joué pour l'élite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça me fait mal que l'Union soit avant-dernier, mais bon, c'est normal, tout est normal, parce que l'Union de Douala a combien d'années d'existence? C'est normal parce que le club ne s'est pas développé. Il n'y a personne qui a pensé, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, personne ne pense au développement du football. L'Union de Douala, il a parlé de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a développé le football dans son pays, dans sa région. L'Union de Douala, c'est pas normal qu'au bout de, je sais pas, 40 ans ou 50 ans d'existence, n'ait même pas un stade d'entraînement. C'est pas normal. Un peu comme le TP donc, Mazembe. voilà, donc les résultats ne me surprennent pas, ça me choque, mais ça ne me surprend pas. Voilà, donc c'est pas normal, il n'y a personne qui pense. Chaque année, on prend les mêmes, on recommence, voilà, tac, l'Union est là, on s'en fout. Mais l'Union de Douala, c'est pas normal qu'ils n'aient même pas... Coton Sport arrivé après, ils ont un centre d'entraînement. Et les résultats ont suivi. C'est pas normal que l'Union de Douala n'ait pas un centre d'entraînement. Voilà. Alors, donc il faut se rapprocher des gens qui connaissent le football et penser le football avec eux. Alors Serge Pensy va rapidement réagir et puis on va écouter le bilan que fait le président du comité technique provisoire Alim Konaté. Oui, Serge, rapidement. Déjà que Coton, il ne peut pas prendre Coton pour un exemple, parce que si on ne veut pas Coton pour un exemple... Oui, au Cameroun, non. Voilà. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on ne peut pas prendre Coton pour un exemple, parce que vous savez la suite, c'est que c'est dans le film de Coton, c'est que c'est devenu la terre principale. Oui. Bon, si on regarde, il a dit tout à l'heure qu'il faut développer le foot. Oui. Mais le foot, c'est l'État qui a le pouvoir de développer le foot. Les gens pensent que l'État ne met pas de l'argent. L'État doit mettre l'argent. En Angleterre, c'est l'État qui met l'argent. Partout. En Allemagne, c'est l'État qui met l'argent. Demandez-moi pourquoi, je vais vous dire. Parce que même, il y a une réglementation, il y a un code qui permet aux entreprises d'aller investir dans le sport. C'est réglementé. Comment tu investis? Comment tu fais? Pas investir et puis après, il y a des poursuites judiciaires. Donc, tout ça doit être réglementé par l'État. Et dans un cahier, il y a la loi de 2012 ou 2013 sur la défiscalisation. On a dit, oui, de la loi, 5%. Mais les mécanismes, il y a la loi, il y a le texte d'application n'existe pas jusqu'à ce jour. Les entreprises vont faire comment? Donc, on doit travailler dans ce sens-là. L'État doit prendre ses responsabilités. Parce que professionnaliser veut dire quoi? Faire du football ton métier. Et si on veut professionnaliser aujourd'hui, c'est l'État qui a ce pouvoir de professionnaliser. D'accord. On va suivre rapidement l'interview d'Alim Konaté et on se retrouve juste derrière. Écoutez, de l'avis général et de mon propre avis aussi, j'accepte ce que les gens disent. Je crois qu'on a assisté à une très belle première phase du championnat. Déjà, je dois me féliciter de la régularité de la compétition. Le calendrier a été respecté à la lettre. Nous avons également un championnat très captivant, avec des équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Le championnat est très serré et ça augure d'un suspense pour la seconde moitié du championnat. Nous avons également une bonne qualité de jeu et c'est une bonne chose. Donc on va essayer de faire mieux dans l'organisation pour la phase retour. Il y a toujours des points négatifs, on doit toujours s'améliorer. Même quand les gens disent que c'est bien, il faut travailler pour s'améliorer. Quand on ne progresse pas, on régresse. Je suis certain que nous aurons des stades de meilleure qualité pour la seconde phase du championnat et aussi un plus grand suspense, et nous allons également améliorer les petits points de l'organisation que j'ai notés et sur lesquels nous sommes en train de travailler.
on me pose la même question, je donne les mêmes réponses, mais apparemment on n'entend pas. Donc je vais encore redire une fois, la FECAFOOT est effectivement pourvue au TAS concernant ce dossier-là. Notre position, c'est que le dernier mot doit rester au terrain. Le verdict du terrain, l'éthique du jeu, c'est ça qui doit prévaloir et non les artifices juridiques. Donc nous sommes devant le TAS et nous verrons ce qu'ils vont dire. Et en attendant, le championnat se joue sans problème. Donc, les présidents de clubs sont, comme vous l'imaginez, des personnes extrêmement responsables qui investissent beaucoup dans le football et qui encadrent ces jeunes pour jouer. Maintenant, bon, ils connaissent une saison difficile dans la mesure où il y a beaucoup de stades qui sont fermés à cause des travaux de préparation de la CHAN et de la CAN qui auront lieu ici au Cameroun. Donc, ils ont très peu de recettes au stade et c'est quelque chose de préoccupant. Nous amenons un appui à ces clubs-là. Nous sommes également en train de parler avec toutes les parties prenantes pour que des appuis continuent à leur être apportés. Je suis confiant que nous trouverons des solutions et on n'ira pas vers un arrêt du championnat. Continuer à faire jouer les matchs dans la régularité, respecter le calendrier, être vigilant également sur les aspects éthiques de la compétition. Nous y tenons et puis qu'on ait un championnat de qualité parce que de ce championnat-là va se dégager l'équipe qui va défendre les couleurs du Cameroun pour CHAN 2020. Le bilan dressé par le président du comité technique transitoire, Aboubakar Halim Konaté. En quelques secondes, Serge Kamdem, la phase retour, les clubs qui ont brandi depuis quelques semaines déjà, menace de boycott. Faudrait-il s'attendre à quoi, cette phase retour? Les présidents de clubs lancent une sonnette d'alarme. C'est pas qu'au fond ils sont contents d'arrêter parce que sur le plan contractuel quand même les charges ça continue à courir. Je pense que cette trêve permet même à la fédération d'homologuer les matchs, même ceux qui sont en retard de les achever. On pense avec la volonté politique surtout parce qu'il y avait des promesses qui avaient été faites, qu'il y a des respects qui vont être tenus et que ça va continuer comme le président du CTT prévoit. Et je ne voulais pas sortir sans faire allusion à Raoul qui tout à l'heure a voulu épingler les présidents de club. Ce sera trop facile de venir comme ça et dire ça, mais Serge a évoqué quelque chose. Il y a d'abord une volonté politique dans toute chose. Si l'État veut vraiment accompagner ses présidents, au lieu de les mettre, les clochardiser avec l'argent qui ne sert à rien, vous voulez mieux concevoir, ou bien les amener à concevoir des projets sur une cahier de charges qu'on va suivre et voir comment on va développer ensemble le foot. Si un monsieur doit faire le foot comme on l'a fait à Garoua et après, comme il dit, se retrouver au Diouf, ça peut encourager personne. Merci bien, Serge Kamdem, merci coach Ernest Mabouka, Serge Pensi, Raoul Ninga, merci d'être venu. On espère vous avoir prochainement également sur ce même plateau pour débattre de l'actualité sportive. Merci à toute l'équipe technique, merci à vous mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.